Le jeune milliardaire est sur le point d'être condamné au tribunal. Mais des sœurs jumelles SDF arrivent en courant et crient « Il est innocent, nous avons la preuve ». Et ce qu'elles montrent laisse le juge bouleversé. Asher Donovan ajusta sa cravate pour la 3e fois en 5 minutes. Le miroir des toilettes reflète un homme de 40 ans, qui a tout conquis par un travail acharné. Ses cheveux châtains commencent à grisonner sur les tempes, ses yeux bleus dégagent sérieux et confiance. Aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, il signera le plus gros contrat de sa carrière. « Mon amour, tu es nerveux ?» Claire apparaît à la porte, magnifique comme toujours. Ses cheveux blonds tombent parfaitement sur ses épaules, et ce sourire qu'il a conquis il y a 15 ans fait toujours battre son cœur plus vite. « Un peu », admet Asher en se tournant vers elle. « C'est beaucoup de responsabilités. » Claire s'approche et ajuste sa cravate avec tendresse. « Tu es né pour ça. Le complexe Horizon sera ton plus grand succès. » Asher sourit. Claire a toujours su trouver les mots justes. Elle l'a toujours soutenu. Depuis ses débuts en tant que jeune ingénieur civil fraîchement diplômé jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il dirige enfin sa propre entreprise de construction, elle est restée à ses côtés pour chaque victoire et chaque défi. 500 logements, murmure-t-il, plus pour lui-même. 5000 personnes qui auront un toit décent. Et c'est toi qui vas leur offrir ça. Claire l'embrasse sur la joue. Maintenant vas-y, sinon tu vas être en retard. Le bureau de Donovan et associés se trouve au 12e étage d'un immeuble au centre-ville. Asher aime toujours arriver tôt, avant les employés, pour avoir quelques minutes de silence et planifier la journée. Mais aujourd'hui, quand l'ascenseur s'ouvre, il trouve Elijah déjà en train de l'attendre à la réception. « Mon vieux, tu bats mon record de ponctualité », plaisante Asher en saluant son meilleur ami. Elijah Crane est son opposé sur bien des points. Là où Asher est sérieux, Elijah est décontracté. Là où Asher préfère analyser chaque détail, Elijah fait confiance à son intuition. Mais leurs différences se complètent parfaitement. Ils sont amis depuis l'université et associés depuis 8 ans. « Je n'ai presque pas dormi », avoue Elijah, se passant la main dans ses cheveux bruns. « Je n'arrête pas de penser à l'ampleur de cette opportunité. Toi aussi tu es nerveux ?» Plutôt excité. Elijah sourit de ce sourire contagieux qu'il a. « On va marquer l'histoire, mon frère. Un projet public de cette envergure, la mairie nous fait entièrement confiance. » Ils entrent dans le bureau d'Asher, qui offre une vue sur toute la ville. De cette hauteur, ils peuvent voir certains projets qu'ils ont déjà construits ensemble. Des immeubles résidentiels, un centre commercial, 2 écoles. Mais rien ne se compare à ce qu'ils s'apprêtent à lancer. « Tu as apporté les contrats finaux ?» demande Asher en s'asseyant derrière son bureau. « Tout est là. » Elijah dépose une pochette noire sur la table. L'avocat de la mairie a tout relu hier. C'est nickel. Asher ouvre la pochette et commence à feuilleter les documents. Beaucoup de pages, pleines de termes techniques et de clauses juridiques. Son nom apparaît comme ingénieur responsable, son entreprise comme maître d'œuvre principal. Le montant du contrat est mis en évidence. 52 millions d'euros. « Mon Dieu », murmure-t-il, encore sous le choc de la somme. « C'est beaucoup d'argent », approuve Elijah en s'asseyant sur la chaise en face. « Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. 500 familles qui attendent un logement. » Pendant qu'il lit, Asher pense aux histoires qu'il connaît. Des familles entières vivant dans de minuscules appartements, payant des loyers abusifs. Des gens honnêtes qui travaillent dur, mais n'arrivent pas à acheter leur propre logement. Le complexe Horizon va changer tout ça. Des appartements de 2 ou 3 pièces, avec balcon, espace de loisirs complet, école et centre de santé intégrés au complexe. « Le terrain est déjà libéré ?» demande-t-il. « Depuis la semaine dernière. Nous avons commencé le déblayage lundi. » Asher imagine le terrain vide se transformant en un véritable quartier. Des enfants jouant sur les aires de jeu, des familles faisant des barbecues le week-end, des gens partant travailler le matin en sachant qu'ils ont un chez-soi où revenir. « On ne construit pas juste des maisons, » dit-il en levant les yeux des papiers. « Tiens, construis l'avenir. » Elijah sourit. « Exact. C'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Parce qu'ils savent qu'on fait plus que respecter un contrat. On se soucie vraiment des gens. Et c'est vrai. Depuis l'ouverture de leur entreprise, ils traitent chaque projet comme si c'était pour eux. Matériaux de première qualité, finitions impeccables, délais toujours respectés. C'est pour ça qu'ils ont cette réputation. » Le téléphone sonne. Asher décroche. «
Donovan et associés. Monsieur Donovan, ici Jeannette du secrétariat du maire. Il se demande si vous pouvez venir signer le contrat ce matin à 11 heures. Asher regarde sa montre. Il est 9h30. Bien sûr, Jeannette, nous serons là. Il raccroche et se tourne vers Elijah. C'est l'heure du show. Le bâtiment de la mairie est à seulement 10 minutes du bureau. En chemin, Elijah commente les détails du projet. Le calendrier est serré mais faisable. 18 mois pour tout livrer. Si on attaque fort, on pourra même avancer certaines étapes. Et l'équipe? J'ai réuni les meilleurs. Marcos dirigera la partie structure, Sandra gérera les finitions et Roberto coordonnera toute la partie électrique et plomberie. Asher acquiesce. Il les connaît tous depuis des années. Des professionnels compétents et fiables. Ils arrivent à la mairie et sont accueillis par Jeannette, une dame sympathique d'environ 60 ans qui travaille là depuis des décennies. Le maire termine une réunion. Juste quelques minutes, dit-elle en leur proposant un café. Asher en profite pour relire encore une fois les contrats. Tout semble en ordre. Montant, délai, spécifications techniques. Sa signature va transformer ces papiers en réalité. « Messieurs, vous pouvez entrer », appelle Jeannette. Le bureau du maire est spacieux et élégant. William Harrison a la cinquantaine, les cheveux grisonnants et une poignée de main ferme. Il est dans son second mandat et jouit d'une réputation d'efficacité et d'honnêteté. « Asher, quel plaisir de te revoir. » Harrison sourit. « Et Elijah, bien sûr. Comment allez-vous? »« Très bien, monsieur le maire. Nous sommes impatients de commencer, » répond Asher. « Je l'imagine. Ce projet est très important pour notre ville. Il va bénéficier à beaucoup de familles. » Il s'assoit autour d'une table de réunion. Harrison a lui aussi un exemplaire du contrat sous les yeux. « Avez-vous des doutes sur les termes ?» demande-t-il. « Non, tout est très clair, » dit Asher. « Nous avons déjà fait quelques projets plus modestes avec la mairie, donc nous connaissons la procédure. »« Excellent. Alors officialisons tout ça. » Harrison signe en premier avec un stylo doré élégant, puis il tend les documents à Asher. À ce moment-là, tout semble suspendu dans le temps. Le stylo dans la main, le contrat sur la table, 52 millions d'euros et 500 familles qui dépendent de cette signature. Asher signe chaque page avec soin, son écriture toujours aussi nette et sûre. Une fois terminée, Harrison se lève et lui tend la main. « Félicitations, Asher. Je suis certain que vous ferez un travail exceptionnel. Nous ne vous décevrons pas, » assure Asher. Ils sortent de la mairie avec un exemplaire du contrat et un sentiment d'euphorie contenu. C'est le plus grand projet de leur carrière. Mais ils savent aussi que le vrai travail ne fait que commencer. « Je dois appeler Claire, » dit Asher dans la voiture. « Elle va devenir folle de joie. Et moi, je vais appeler notre équipe. On attaque fort dès lundi. » Lorsqu'ils arrivent au bureau, Elijah file directement dans son propre espace. Asher reste quelques minutes à regarder par la fenêtre, imaginant ce que sera la situation dans 18 mois. Le complexe horizon achevé, les premières familles emménageant, la satisfaction d'avoir vraiment changé la vie de tant de personnes. Le téléphone sonne, le sortant de sa rêverie. « Tu as réussi ?» C'est Claire, impatiente. « On a réussi. » C'est signé. « Oh, mon amour, je suis tellement fier de toi. » Asher sourit. « Maintenant, il va falloir bosser, et bosser beaucoup. » « Tu vas y arriver, vous allez y arriver, je dois filer, j'ai une réunion à 14 heures, je t'aime. Moi aussi je t'aime. » Après avoir raccroché, Asher se remet sur les contrats. Il veut relire chaque clause, comprendre tous les détails. C'est comme ça qu'il travaille, méticuleux, prudent, toujours à la recherche de la perfection. Quelques minutes plus tard, Elijah apparaît à la porte. « Hé, je viens de parler aux fournisseurs de ciment. Ils peuvent commencer les livraisons lundi. » Parfait. Et les autres matériaux? Tout est en route. Ah, et il y a des documents que tu dois signer pour débloquer la première tranche des fonds. Elijah dépose quelques papiers sur le bureau. Asher les examine rapidement. Ils ressemblent à des formulaires standards de déblocage de ressources. Tout est en règle. Il ne manque que ta signature, précise Elijah. Asher prend son stylo. Il fait entièrement confiance à son ami. 8 ans d'association, des centaines de contrats. Jamais un seul problème. Elijah gère bien la partie financière et administrative, libérant Asher pour se concentrer sur l'ingénierie et l'exécution. Il signe sans hésiter. Voilà,
Quand recevra-t-on l'argent? D'ici vendredi. On pourra alors passer aux gros achats. Le reste de l'après-midi passe vite. Appel aux fournisseurs, réunion avec l'équipe technique, vérification des premiers croquis du chantier. Quand Asher quitte enfin le bureau, il est déjà plus de 19 heures. Claire l'attend à la maison avec un dîner spécial. Bougies sur la table, vin rouge, même une musique d'ambiance. « On fête ça », dit-elle, rayonnante. Pendant le dîner, ils discutent du projet. Claire pose des questions pertinentes sur le planning et les défis techniques. Elle s'est toujours intéressée à son travail, même si ce n'est pas son domaine. « Ça va être intense », reconnaît Asher. 18 mois, c'est court pour un projet de cette taille. Mais vous êtes les meilleurs. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien vous. Après le dîner, ils restent sur la terrasse à l'arrière, regardant les étoiles. Leur maison est dans un quartier résidentiel calme, à l'écart du bruit du centre-ville. Asher aime ces moments de paix. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit-il à Claire. « Ce n'est pas seulement l'argent ou le prestige, c'est de savoir qu'on va changer la vie de beaucoup de gens. » Claire lui tient la main. « C'est pour ça que je t'aime. Tu penses toujours aux autres. » Le lundi suivant, le chantier du complexe Horizon est en pleine effervescence. Les camions arrivent, les équipements sont déchargés, les ouvriers tracent le terrain. Asher arrive à 7 heures du matin et observe toute cette agitation. Marcos, l'ingénieur structure, s'approche avec une planchette à dessin. « Patron, on commence les fondations du premier bâtiment aujourd'hui ?»« Vas-y. » « Comment sont les matériaux ?» Ils arrivent à la pile à l'heure. Le premier lot de ciment est déjà là. Asher hoche la tête, mais un détail le chiffonne. Le ciment semble différent de celui qu'ils utilisent d'habitude. Plus clair, texture étrange. Marcos, c'est quelle marque? Ah, Elijah a changé de fournisseur. Il a dit qu'il avait trouvé un meilleur prix pour la même qualité. Asher fronce les sourcils, mais ne dit rien. Elijah a toujours eu le sens des affaires. S'il lui dit que c'est de bonne qualité, ça doit l'être. Au cours de la journée, d'autres matériaux arrivent. Des barres d'armature qui semblent plus fines que d'habitude. Des briques qui s'effritent facilement. Du sable avec des impuretés visibles. En fin d'après-midi, Asher va trouver Elijah au bureau du chantier. « Mon vieux, j'ai vu la marchandise livrée. Je suis un peu inquiet. » Elijah ne détourne même pas les yeux de son ordinateur. « Ne t'en fais pas, mon frère. Tout est conforme aux normes. J'ai juste obtenu des prix plus avantageux. »« Tu es sûr ?» Le ciment avait un aspect bizarre. « J'ai tout vérifié personnellement. C'est une nouvelle marque sur le marché, mais de qualité garantie. » Asher reste un peu méfiant, mais il décide de faire confiance. Elijah ne l'a jamais déçu jusqu'ici. Les semaines suivantes, le chantier avance vite. Les fondations sont terminées. La structure s'élève. Les premiers travaux de finition commencent. Tout est dans les temps. Mais Asher remarque de petits détails qui le dérangent. Des fissures précoces dans certains murs, des tuyaux qui fuient lors des tests, des cadres de fenêtres qui ne s'ajustent pas parfaitement. Chaque fois qu'il pose des questions, la réponse est la même. Des problèmes normaux sur un chantier, rien qui ne puisse être corrigé. Un soir, en rentrant tard du chantier, Asher s'arrête à un feu rouge et voit un sans-abri quémander de la monnaie. L'homme a la cinquantaine, des vêtements sales, un regard épuisé. Asher baisse la vitre et lui tend quelques pièces. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. »« De rien, les choses iront mieux. » L'homme sourit. « J'ai entendu dire qu'ils construisent des logements sociaux pas loin. J'espère que c'est vrai. C'est vrai. Dans quelques mois, ce sera prêt. Ce serait un rêve d'avoir un petit chez moi. » Asher repart en pensant à cet homme et à toutes les autres personnes qui attendent le complexe Horizon. Il ne peut pas échouer. Il rentre chez lui et trouve Claire dans le salon, en train de regarder la télévision. « Comment s'est passée ta journée ?» demande-t-elle, se blottissant contre lui sur le canapé. « Intense, mais nous respectons le planning. Je suis tellement fier de toi, du travail que vous faites. » Asher l'embrasse sur le sommet de la tête. « Nous construisons plus que des maisons, Claire. Nous construisons l'avenir. » Et il le croit sincèrement. Malgré les petites inquiétudes sur les matériaux, malgré la pression des délais, il sait qu'ils font quelque chose d'important. 500 familles auront un toit. Des enfants grandiront dignement. Des gens comme ce sans-abri auront une nouvelle chance. C'est pour cela que tout ce travail vaut la peine. Ce qu'Asher ne sait pas, c'est qu'à cet instant précis,
Dans des recoins discrets du chantier, on continue d'utiliser des matériaux de qualité douteuse. Et que toute sa confiance, toute sa bonne foi, est exploitée contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Asher se réveille au bruit insistant de la sonnette. Il est 6 heures du matin, un mardi, et Claire dort encore à ses côtés. Qui peut venir à cette heure? Il descend les escaliers en pyjama et robe de chambre, surpris par l'urgence des coups frappés à la porte. En ouvrant, il découvre 2 hommes en costume sombre et une femme en blazer bleu marine. « Monsieur Asher Donovan ?» demande l'homme le plus grand, exhibant une carte d'identification. « Je suis l'inspecteur Morrison, voici l'inspectrice Santos, et le monsieur est l'expert comptable de la Cour de compte. » L'estomac d'Asher se noue. Que se passe-t-il? Nous avons besoin que vous nous suiviez pour faire une déposition concernant des irrégularités dans le projet Complexe Horizon. Des irrégularités? Asher sent le monde vaciller. Quel genre d'irrégularité? Monsieur Donovan, vous êtes accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 8,5 millions d'euros. Les mots résonnent comme un coup de poing. 8,5 millions. C'est impossible. Totalement impossible. Il doit y avoir une erreur, dit Asher d'une voix tremblante. Je n'ai jamais... Pouvez-vous vous habiller? Nous avons un mandat d'arrêt. Arrêt. Le mot semble irréel. Asher Donovan, ingénieur respecté, père de famille, homme honnête, arrêté pour corruption. Je peux appeler ma femme? Bien sûr, mais dépêchez-vous. Asher monte les escaliers, les jambes flageolantes. Claire est déjà réveillée, assise sur le lit, les yeux écarquillés. Mon amour, que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Claire. Asher s'assoit au bord du lit, les mains tremblantes. La Cour de compte m'accuse d'avoir détourné de l'argent du projet. Ils sont venus m'arrêter. Le visage de Claire devient livide. Quoi? C'est insensé. Jamais tu ne ferais une chose pareille. Je sais. Mais ils ont un mandat. Je dois y aller avec eux. Claire bondit du lit et le serre fort. Mon amour, tu es un homme bon. On va s'en sortir. Je vais appeler le meilleur avocat que je pourrai trouver. Et Elijah, il faut que je le prévienne. Je l'appelle tout de suite. Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger, tu verras. Asher s'habille rapidement, essayant encore de comprendre ce qui se passe. 8,5 millions. D'où sort ce chiffre? Il connaît chaque centime qui entre et sort du projet. En redescendant, les inspecteurs l'attendent avec une patience professionnelle. « C'est bon ?» demande Morrison. « J'ai besoin d'appeler mon associé. Vous pouvez l'appeler en chemin. » Il quitte la maison sous le regard curieux des voisins. Asher n'a jamais ressenti autant de honte de sa vie. Il s'assoit à l'arrière du véhicule de police comme un vulgaire criminel. Pendant le trajet, il appelle Elijah, les mains tremblantes. « Mon frère, t'es où ?»« Je t'ai appelé 3 fois, répond Elijah, inquiet. « Elijah, je me fais arrêter. La Cour de compte m'accuse d'avoir détourné des fonds du projet Horizon. » Silence au bout du fil. « Elijah, c'est dingue. Quel argent? Tu n'as jamais détourné un centime. » Il parle de 8,5 millions. 8 millions? La voix d'Elijah semble véritablement choquée. Oh, d'où ça sort? J'en sais rien, je ne comprends rien. Écoute, je vais enquêter. Fais-moi confiance. Je vais découvrir ce qui se passe. Quelqu'un te tend un piège. Asher se sent légèrement soulagé en entendant son ami. Merci, mon frère, j'ai besoin de toi. Tu peux compter sur moi, je vais arranger ça. Le commissariat est un bâtiment gris et lugubre. Asher est fiché comme n'importe quel criminel. Empreinte digitale, photos de face et de profil. Premier interrogatoire. Monsieur Donovan, dit l'inspectrice Santos, assise en face de lui dans une petite salle sans fenêtre. Facilitons les choses. Nous savons qu'il y a eu des virements suspects des comptes du projet vers des comptes personnels. Quels comptes personnels? Je n'ai pas d'accès direct à l'argent du chantier. Tout passe par la comptabilité de l'entreprise. Nous avons la preuve de retrait effectué en votre nom. C'est impossible. L'inspectrice ouvre une chemise et montre quelques documents. Asher reconnaît sa signature sur des formulaires qu'il n'a pourtant jamais vus de sa vie. « Ce n'est pas mon écriture, » dit-il en examinant les papiers. « C'est votre signature, monsieur Donovan. Et en effet, c'est parfaitement identique. Mais Asher est sûr de ne jamais avoir signé ces documents. Quelqu'un a falsifié ma signature. Ou c'est vous qui mentez? » L'interrogatoire dure 3 heures. Des questions sur les virements, sur les comptes bancaires, sur ses dépenses personnelles.
Asher répond tout avec sincérité, mais il voit dans le regard des inspecteurs qu'ils ne le croient pas. Quand on le conduit finalement en cellule, Asher se sent perdu. Comment sa vie a-t-elle pu basculer ainsi en quelques heures? La cellule est petite et sent le désinfectant bon marché. 2 autres détenus dorment sur des couchettes en fer. Asher s'assoit par terre et appuie sa tête contre le mur froid. Il pense à Claire, probablement en train de se démener pour trouver un avocat. Il pense au complexe Horizon, aux 500 familles qui attendent ses logements. Il pense à sa réputation, construite en 20 ans, anéantie en une matinée. À 14 heures, un gardien vient le chercher. Visite. Claire est dans la salle des visites, les yeux rougis d'avoir trop pleuré. En le voyant, elle se lève et court le serrer dans ses bras. « Mon amour, comment vas-tu » ? Perdu, effrayé, je ne comprends pas ce qui arrive. Il s'assoit autour d'une table en plastique blanc. Claire lui tient les mains. « J'ai trouvé un avocat, Robert Klein. Il est cher, mais c'est le meilleur pénaliste de la ville. » « Claire, je n'ai rien fait. Tu me crois, n'est-ce pas ?» Ses yeux se remplissent de larmes. « Bien sûr que je te crois, tu es incapable de faire ça. Tous ceux qui te connaissent le savent. » Et Elijah, il est fou d'inquiétude. Il a passé toute la matinée au bureau à vérifier tous les documents financiers. Il dit qu'il va prouver ton innocence. Asher ressent une pointe de soulagement. Elijah est son meilleur ami depuis plus de 15 ans. S'il y a quelqu'un qui peut l'aider, c'est bien lui. Il a trouvé quelque chose? Pas encore, mais il a promis de dénicher les preuves de ton innocence. La visite ne dure que 30 minutes. Quand Claire part, Asher retourne en cellule en se sentant un peu plus fort. Il y a des gens qui croient en lui, des gens qui vont se battre pour sa liberté. Le lendemain soir, Elijah vient le voir. Il a l'air épuisé et inquiet. « Mon vieux, j'ai tout épluché. Chaque document, chaque virement, chaque signature. » Alors, c'est encore plus compliqué qu'on ne le pensait. Quelqu'un a eu accès à tes données personnelles, à ton modèle de signature, au compte de l'entreprise. Asher fronce les sourcils. Quelqu'un de l'intérieur? Ça doit être ça. Seule une personne très proche pouvait avoir ces informations. L'idée qu'un employé, quelqu'un en qui il a confiance, puisse lui faire ça est dévastatrice. Tu soupçonnes quelqu'un? Elijah hésite. Je ne veux accuser personne pour l'instant, mais j'enquête. Je vais trouver qui c'est, mon frère. Fais-moi confiance. J'ai confiance. Tu es la seule personne au monde en qui j'ai totalement confiance. Elijah baisse les yeux. Je te sortirai de là, promis. Quand la visite se termine, Asher retourne dans sa cellule, tiraillé entre l'espoir et le désespoir. L'espoir parce qu'il sait qu'Elijah fera l'impossible pour l'aider. Le désespoir parce que chaque heure en prison est une heure de plus d'humiliation publique. Les journaux ont déjà relayé l'affaire. Un ingénieur respecté accusé de corruption. Détournement de fonds millionnaires sur un projet de logements sociaux. Le visage caché du complexe Horizon. Sa photo est partout. Pas celle professionnelle qu'il utilisait sur le site de l'entreprise, mais la photo de son dossier criminel. Cheveux en bataille, regard perdu, numéro de détenu sur la poitrine. Au 3e jour de détention, l'avocat obtient une audience. Asher est conduit au tribunal menotté, vêtu de l'uniforme orange de la prison. La salle est pleine. Des journalistes, des curieux, quelques personnes qu'il reconnaît comme d'anciens clients. Claire est au premier rang, avec Elijah. Le juge est un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, expression sévère. « Monsieur Donovan, vous êtes accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 8 500 000 euros. Comment plaidez-vous » ? « Non coupable, monsieur le juge. Le ministère public a présenté des preuves substantielles contre l'accusé, dit le procureur, un jeune homme à lunettes. Des signatures sur des documents de transfert, des transactions bancaires suspectes, des écarts entre les matériaux achetés et ceux effectivement utilisés. » Klein, l'avocat, se lève. « Monsieur le juge, mon client est un ingénieur respecté sans casier judiciaire, avec 20 ans de carrière irréprochable. Les preuves avancées sont circonstancielles et peuvent avoir d'autres explications. » Le juge analyse les documents pendant quelques minutes qui paraissent une éternité. Compte tenu de la gravité des accusations et du montant en jeu, je rejette la demande de mise en liberté provisoire. L'accusé restera en détention préventive jusqu'au procès. Asher sent le monde s'écrouler.
Encore du temps en prison, encore de l'humiliation, encore de la souffrance pour Claire. En repartant vers sa cellule, il passe devant Claire et Elijah dans le couloir. Elle pleure en silence. Il voit les poings d'Elijah serrés, son visage durci par la colère. « Du calme, mon amour », entend-il Elijah murmurer à Claire. « On va le sortir de là, je te promets. » Cette nuit-là, allongé sur sa couchette dure, Asher se dit à quel point il a été naïf. Il a toujours cru que l'honnêteté et le travail acharné suffisaient, qu'il suffisait de faire ce qui était juste pour être protégé. Maintenant, il découvre que le monde est plus compliqué, que des gens sont prêts à détruire la vie d'innocents pour de l'argent, qu'un homme honnête peut être accusé d'un crime par les autres. Mais il a une certitude, Claire et Elijah sont à ses côtés. Ils connaissent la vérité, ils se battront pour lui. Ce sont les seules personnes en qui il peut encore avoir confiance. Ce cacheur ignore, alors qu'il tente de dormir dans cette cellule froide et bruyante, c'est que sa confiance est à nouveau trahie, que les deux personnes les plus importantes de sa vie sont précisément celles qui ont orchestré sa chute. Et qu'au même instant, de l'autre côté de la ville, ils sont ensemble en train de célébrer le succès de leur plan cruel. Maya se réveille, le ventre creux. À côté d'elle, sous le porche d'une banque abandonnée, Mel dort encore, recroquevillé comme un chaton. Il est 6 heures du matin et la ville commence à s'animer. Les jumelles ont 6 ans et des cheveux châtains qui n'ont pas vu de peigne depuis des semaines. Elles portent des vêtements sales et déchirés, des chaussures trouées qui laissent apparaître leurs orteils. Mais leurs yeux bruns brillent encore de cette curiosité enfantine que la vie dans la rue n'a pas pu éteindre. « Mel, réveille-toi » chuchote Maya, secouant doucement sa sœur. Mel ouvre lentement les yeux. « J'ai faim. Moi aussi. Allons chercher à manger. » Elle se lève et plie le carton qui leur servait de lit. C'est important de le garder, parce que la nuit il fait froid, et cette protection peut faire la différence entre dormir et rester éveillé à trembler. Elles errent dans les rues désertes du centre-ville. Quelques commerces commencent à ouvrir, mais la plupart sont encore fermés. Elles passent devant une boulangerie où l'odeur du pain frais fait grogner encore plus leurs estomacs. « On peut demander un petit pain ?» propose Mel. « On a déjà essayé hier. L'homme a dit qu'il ne donnait rien gratuitement. » Elle continue jusqu'à la rue des restaurants. C'est là qu'elle trouve parfois quelque chose dans les poubelles, surtout en fin d'après-midi quand on jette les restes du déjeuner. Mais on est le matin, alors les poubelles sont vides. « On attend ?» demande Mel. « Ça ferait trop long. Allons voir derrière le resto italien. » Le Bella Vista est un restaurant chic à l'angle de la rue. Le soir, il y a toujours du monde. De belles voitures stationnent devant. Des gens bien habillés entrent et sortent. Maya et Mel contournent la ruelle où se trouvent les poubelles. Elles fouillent les sacs, espérant trouver quelques restes comestibles. « Maya, regarde !» Mel montre quelque chose qui brille au milieu des détritus. C'est un téléphone portable, pas très récent, mais encore en état de marche. L'écran est fissuré, mais il s'allume. « Tu crois qu'il marche ?» Maya ramasse l'appareil. Elle appuie sur un bouton, l'écran s'allume. Il a encore de la batterie. « Waouh! Regarde, il y a une caméra !» s'exclame Mel, tout excitée. C'est la première fois qu'elles tiennent un téléphone. Quand elles vivaient chez leur grand-mère, elles n'avaient pas les moyens de se payer ça. Et depuis qu'elles sont à la rue, c'est un luxe inimaginable. « Laisse-moi voir » fait Maya, en tâtonnant les boutons jusqu'à trouver l'appareil photo. Elles commencent à jouer, à se prendre en photo l'une l'autre. Mel fait des grimaces amusantes. Maya imite des poses qu'elle a vues dans des magazines trouvés à la poubelle. Elle rit pour la première fois depuis des jours. « Regarde, on peut même filmer. » Maya découvre la fonction vidéo. Elles sont en train de se filmer en train de s'amuser lorsqu'elles entendent des voix qui approchent. Par instinct, elles se cachent derrière une grosse poubelle. C'est un réflexe acquis dans la rue. Quand des adultes arrivent, mieux vaut se faire discrète. 2 personnes sortent par la porte de service du restaurant. Une femme blonde en talons hauts et un homme aux cheveux bruns. Ils parlent à voix basse, avec l'urgence de ceux qui ne veulent pas être entendus. Maya tient toujours le téléphone, qui continue de filmer sans qu'elle s'en rende compte. « Tout se passe comme prévu », dit la femme. « Il a tout signé sans rien soupçonner. »« Parfait », répond l'homme. « Encore quelques virements et on disparaît. » Maya et Mel s'échangent un regard sans comprendre, mais quelque chose dans la voix de ces adultes leur fait peur. « Demain, on fait le dernier transfert », poursuit l'homme.
Ensuite, on attend qu'il soit condamné et plus personne ne se doutera de nous. J'ai presque pitié de lui, ricane la femme. 5 ans à faire semblant de m'intéresser à cet idiot et il n'a jamais rien suspecté. Il rit à voix basse, comme s'il partageait un secret dangereux. C'est pour ça que ça a marché. Il a une confiance aveugle en nous deux. Il rit de nouveau et rentre dans le restaurant. Maya et Mel restent cachées encore quelques minutes, sans trop savoir ce qu'elles viennent d'entendre. Elles comprennent juste que ça a l'air très mauvais. « On s'en va », chuchote Maya. Elle s'enfuit de la ruelle, serrant le téléphone, et ne s'arrête que 3 rues plus loin, hors d'haleine. « C'était qui ces gens ?» demande Mel. « Je ne sais pas, mais ils disaient des choses méchantes. » Maya regarde le téléphone. L'écran indique qu'il filme toujours. Elle appuie sur le bouton pour arrêter. « On a tout enregistré ?» Je crois que oui. Elles rangent l'appareil dans leur sac à dos usé, avec leurs rares autres effets, et vont chercher un endroit pour passer la journée. Elles trouvent un banc dans le square central et s'assoient à l'ombre d'un grand arbre. Toute la journée, elles jouent avec le téléphone dès qu'il n'y a pas d'adulte à proximité. Elles découvrent des petits jeux, prennent plus de photos, explorent tout ce qu'elles peuvent comprendre. En fin d'après-midi, quand le soleil est moins fort, elles retournent dans la rue des restaurants. Cette fois, elles ont de la chance. Le Bella Vista a jeté plein de bonnes choses encore comestibles. Elles trouvent un demi-sandwich au poulet, des frites encore croquantes et même un morceau de gâteau au chocolat. C'est le meilleur repas qu'elles aient eu depuis des semaines. « Merci, téléphone porte-bonheur », dit Mel en embrassant l'appareil. Maya rit. « Oui, il nous a porté chance. » Les jours suivants, le téléphone devient leur trésor le plus précieux. Pas seulement pour s'amuser, mais parce que d'une certaine manière, il leur donne moins l'impression d'être seules. Quand elles ont peur la nuit, elles le sortent et ça les rassure. Une semaine après avoir trouvé le téléphone, elles se promènent dans le centre et s'arrêtent devant un magasin d'électronique. Dans la vitrine, plusieurs télévisions allumées, toutes sur la même chaîne d'infos. « Regarde comme c'est beau », dit Mel en pointant les écrans. « C'est comme un cinéma. » Elle reste plantée là, fascinée par les images. Il y a d'abord une pub pour des voitures, puis la météo, puis le journal commence. Poursuite du procès d'Asher Donovan, l'ingénieur accusé d'avoir détourné plus de 8 millions d'euros du projet de logements sociaux, Complexe Horizon. À l'écran apparaît la photo d'un homme d'une 40aine d'années, cheveux châtains, regard triste. « Maya !» s'exclame Mel en montrant la télévision. « C'est le monsieur du sandwich. » Maya regarde mieux. C'est vrai. 3 jours auparavant, alors qu'elles avaient très faim devant une boulangerie, cet homme leur avait acheté du pain et du jus. Il ne leur avait pas posé de questions, ni fait la morale. Il avait juste vu qu'elles avaient faim et il les avait aidées. « Pourquoi il est à la télé ?» demande Mel. Maya ne sait pas très bien lire, mais elle reconnaît quelques mots à l'écran pour le tribunal, les procès. Il a des ennuis? À l'écran, on le voit menotté, escorté par la police. Il a l'air effrayé et triste. On dirait bien. Maya repense au téléphone qu'elles ont trouvé, à cette étrange conversation qu'elles ont enregistrée, à ces adultes parlant de quelqu'un qui signait sans rien savoir et de e-transfert. Se pourrait-il que... Mel, tu te souviens de ces gens dans le restaurant qui parlèrent de choses mauvaises? Oui. Pourquoi? Maya sort le téléphone du sac. Ils parlèrent de quelqu'un qui a tout signé sans rien soupçonner. Et ce monsieur est accusé de quelque chose. Mel ne comprend pas tout, mais Maya commence à faire des liens. C'est difficile à 6 ans de tout saisir, mais elle sent au fond d'elle que c'est important. On doit y aller, déclare Maya soudainement. Où ça? Là où il est. Il a besoin de nous. Mais on ne sait pas où c'est. Maya regarde encore les écrans. En bas de l'image du tribunal, il y a l'adresse. Elle ne lit pas tout, mais elle reconnaît le nom de la rue. C'est près de l'église. Je sais où c'est. C'est derrière la grande église. Et qu'est-ce qu'on va faire? Maya n'en est pas sûre. Elle sait juste que cet homme, qui a été gentil avec elle, a des ennuis, et qu'elles ont peut-être quelque chose qui peut l'aider. On va montrer le téléphone à quelqu'un. Ce qu'on a filmé peut lui servir. Mel hoche la tête. Même si elle ne comprend pas tout, elle fait confiance à sa sœur. Elle quitte la devanture du magasin et se dirige vers le tribunal. Le téléphone est bien en sécurité dans le sac de Maya, avec leurs maigres affaires. En chemin, Maya essaie de se rappeler précisément ce qu'elles ont entendu. Il a tout signé sans rien savoir. Encore quelques virements et on disparaît.
et ce rire cruel de la femme disant qu'elle avait presque pitié de l'idiot. C'est peut-être important. Ça peut peut-être aider le gentil monsieur qui leur a offert un sandwich. Maya, murmure Mel en tirant sa manche. Et si personne ne nous croit? On n'est que des enfants. C'est une vraie crainte. Les adultes font rarement attention à ce que disent deux petites filles de la rue, surtout si elles sont sales et déguenillées. Mais on a l'enregistrement, réplique Maya. C'est une preuve, non? Je pense que oui. Elle continue d'avancer, deux fillettes de 6 ans un peu perdues dans la grande ville, transportant sans le savoir la clé de l'innocence d'un homme bon. Le tribunal est un grand bâtiment imposant. Il y a beaucoup de monde devant, des camions de chaînes de télévision, des journalistes avec des micros. C'est impressionnant. Maya et Mel s'arrêtent sur le trottoir d'en face, observant tout ce tumulte. Il y a trop de gens, chuchote Mel. Oui, mais le monsieur est là-dedans, et il a besoin d'aide. Maya serre le sac où se trouve le téléphone. Elle ne comprend pas tous les mots des adultes, mais elle sait faire la différence entre les gens gentils et les gens méchants. L'homme qui leur a donné à manger était gentil. Les deux personnes qui parlaient en riant étaient méchantes. Et les gentils ont besoin qu'on les aide contre les méchants. Allons-y, Mel. Maintenant? Maintenant. Les deux fillettes traversent la rue et se dirigent vers le tribunal, avec la détermination propre aux enfants quand ils savent qu'ils font ce qui est juste. Elles ignorent qu'elles portent la preuve qui peut sauver Asher Donovan, qu'elles sont les seules au monde à pouvoir révéler la vérité. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'un homme bon est en danger et qu'elles ont quelque chose qui pourrait l'aider. Et pour deux enfants de 6 ans vivant dans la rue, c'est une raison suffisante pour être courageuse. Asher se réveille à 4 heures du matin, non pas à cause du bruit des autres détenus ou de la lumière au néon dans le couloir. Il est réveillé par l'angoisse qui lui tord l'estomac, comme s'il avait avalé du verre pilé. Aujourd'hui est le jour du verdict. Il s'assoit sur le bord de la couchette et se passe les mains dans les cheveux. 2 semaines et 3 jours de procès. 24 jours à voir sa vie passer au crible publiquement. Sa réputation démolie morceau par morceau. Son honnêteté mise en doute par des inconnus le regardant comme un rebut. Le petit déjeuner arrive à 6 heures. Du pain rassis, un café qui ressemble à de l'eau sale et une banane trop mûre. Asher regarde le plateau et sent sa nausée revenir. Il ne peut rien avaler, pas même une gorgée d'eau. Nerveux, l'ingénieur, lance Tommy, le détenu de la cellule voisine, un quinquagénaire incarcéré pour vol, mais qui est devenu assez sympa ces dernières semaines. Un peu, admet Asher en essayant de sourire. Un peu? Tommy ricane. Mon gars, t'es livide. Je respire un bon coup. Quoi qu'il arrive, au moins cette torture va prendre fin aujourd'hui. Asher acquiesce, mais ça ne le rassure pas beaucoup. Oui, cette torture va finir. Mais elle peut finir avec une condamnation à 20 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. À 8 heures, un gardien vient le chercher. Donovan, prépare-toi. Tribunal dans 1 heure. Asher enfile le costume bleu marine que Claire lui a apporté. C'est celui qu'il portait le jour où il a signé le contrat du complexe Horizon. À l'époque, ça ressemblait à un costume de vainqueur. Maintenant, c'est un habit de deuil. Il se regarde dans le miroir fissuré de la cellule. L'homme qui le fixe est un étranger. Un visage émacié, des cernes profondes, des cheveux qui ont blanchi en quelques semaines. 40 ans, mais on dirait 10 de plus. Ses mains tremblent, tandis qu'il essaie de nouer sa cravate. 1, 2, 3, 4 tentatives avant de faire un nœud correct. « Du calme », murmure-t-il. « Que Dieu me vienne en aide. » Au fond de lui, il sait que sa vie se joue dans les heures qui viennent. S'il est condamné, il perdra tout. L'entreprise, la maison, sa réputation. Claire devra tout vendre pour rembourser les dettes. Elijah restera seul à essayer de sauver ce qui reste de Donovan et d'associés. Le trajet jusqu'au tribunal semble à la fois interminable et trop rapide. Asher regarde par la fenêtre de la voiture de police, voyant défiler la ville qu'il a contribué à bâtir comme un film flou. Combien de projets a-t-il réalisé ici? Combien de familles vivent dans des logements qu'il a conçus? Et maintenant, tout le monde le voit comme un voleur. Devant le tribunal, la foule est plus dense que les jours précédents. Des journalistes, des curieux, tous venus assister au dénouement du spectacle. Asher baisse la tête en sortant du véhicule, mais il entend tout de même les questions criées, mêlées en une cacophonie assourdissante. « Monsieur Donovan, comment vous sentez-vous en ce jour de verdict? Allez-vous avouer si vous êtes condamné ?»
Un mot pour les 500 familles lésées? Croyez-vous vraiment être acquitté? Klein, son avocat, le guide fermement dans la foule. Ignore-les, regarde droit devant et continue d'avancer. À l'intérieur, l'atmosphère est pesante. La salle d'audience est bondée. Certains sont debout au fond faute de places assises. Asher sent des centaines de regards braqués sur lui, le jugeant, le condamnant avant même que le juge ne parle. Au premier rang, Claire est assise à côté d'Elijah. Elle porte une robe noire élégante, comme pour un enterrement. Ses yeux sont gonflés et rougis. En voyant Asher, elle lève la main pour un discret signe d'encouragement, essayant de sourire, mais c'est un sourire déformé par la douleur. Elijah se contente de hocher la tête dans sa direction. Son visage est grave, préoccupé, mais résolu. Comme il l'a été depuis des mois, promettant qu'il découvrirait la vérité, qu'il trouverait le vrai coupable. Au moins, Asher n'est pas seul. Claire et Elijah l'ont soutenu dès le premier jour. Ce sont les seules personnes au monde qui croient encore en lui. Le juge Palmer entre à 9 heures précises. C'est un homme grand et maigre, aux cheveux entièrement gris, connu pour être sévère. Pendant le procès, Asher a essayé de déchiffrer ses expressions, d'y trouver un indice qu'il croit à son innocence, mais le visage du juge est resté impassible. Silence dans la salle, annonce l'huissier. Un silence absolu s'installe. Asher entend son propre cœur battre dans ses oreilles comme un tambour de guerre. « Monsieur Asher Donovan, veuillez vous lever pour entendre le verdict. » Asher se lève, les jambes tremblant tellement qu'il doit s'appuyer sur la table. Klein se lève à ses côtés, lui touchant légèrement le bras pour le soutenir moralement. Le juge Palmer ouvre un volumineux dossier et ajuste ses lunettes. Toute la salle semble retenir son souffle. Ce tribunal a examiné attentivement toutes les preuves présentées pendant ces 2 semaines et 3 jours de procès. Nous avons entendu 23 témoins, 5 experts et examiné plus de 200 documents financiers. Chaque mot est comme une pierre qui s'ajoute au fardeau d'Asher. Les preuves contre l'accusé incluent des signatures sur des documents de transfert de fonds, des opérations bancaires non justifiées et des écarts significatifs entre les matériaux achetés et ceux réellement utilisés dans la construction du complexe Horizon. Un silence interminable. La défense a avancé l'hypothèse de falsification de documents et de manipulation de signatures, mais sans apporter de preuves concrètes pour étayer ces allégations. Asher ferme les yeux. C'est fini. Il le sent. Compte tenu de la gravité du délit, du montant considérable en jeu et de l'impact négatif sur les familles qui comptaient sur ce projet de logement. Le juge fait une autre pause, plongeant son regard dans celui d'Asher. Ce tribunal estime que... Bam! Les 2 portes au fond de la salle s'ouvrent dans un fracas. 2 agents de sécurité tentent d'empêcher quelqu'un d'entrer, mais 2 petites silhouettes se faufilent entre leurs jambes comme des flèches. « Il est innocent! Nous avons la preuve !» Les cris stridents et désespérés d'enfants résonnent dans toute la salle. Asher se retourne, complètement perdu, sans comprendre ce qui se passe. 2 fillettes d'environ 6 ans courent dans l'allée centrale comme si leur vie en dépendait. Cheveux châtains en bataille, vêtements sales et déchirés, pieds nus sur le sol en marbre poli. L'une d'elles brandit quelque chose au-dessus de sa tête. On dirait un vieux téléphone. « Arrêtez ces enfants immédiatement !» hurle l'huissier, faisant signe aux gardes. Mais les fillettes sont petites, rapides et résolues. Elles esquivent 3 adultes qui tentent de les saisir et arrivent juste devant le juge avant qu'on ne les attrape. « Nous avons la preuve, il n'a rien fait de mal !» crie l'une, brandissant le téléphone fissuré comme une épée. « Monsieur Gentil, monsieur du sandwich !» crie l'autre en pointant Asher du doigt. « Silence !» Silence dans la salle. Le juge Palmer martèle son maillet, le visage écarlate de colère. Qui sont ces enfants? Comment sont-elles entrées? Asher reconnaît alors les fillettes. Ce sont les 2 gamines à qui il avait acheté un encas 3 semaines plus tôt, alors qu'elles avaient faim devant une boulangerie, pendant sa courte libération conditionnelle. Elles avaient une faim. Il n'avait pas pu passer sans les aider. « Monsieur le juge, » intervient Klein, aussi surpris que tout le monde, « je ne sais pas qui sont ces enfants, mais peut-être devrions-nous écouter ce qu'elles ont à dire. Elles pourraient détenir des informations pertinentes. » « C'est totalement irrégulier, monsieur le juge, » proteste le procureur. « On ne peut pas laisser le procès être interrompu par des enfants des rues. On a entendu les méchants parler. »
hurle la fillette avec le téléphone, ignorant la cacophonie autour. C'est enregistré ici. Quel méchant, demande le juge, où la curiosité commence à percer malgré son irritation. La fillette manipule le téléphone avec ses petits doigts tremblants, visiblement nerveuse mais déterminée. On l'a ramassé dans une poubelle et on a filmé sans faire exprès. On a les méchants qui parlent. Monsieur le juge, dit Klein en comprenant l'enjeu, je sollicite que le contenu de cet appareil soit diffusé. Si c'est une preuve, monsieur le juge, c'est absurde, coupe le procureur. On ne sait même pas d'où provient ce prétendu enregistrement, qui sont ses enfants, si ce qu'elles disent est vrai. Mais le juge Palmer est intrigué. Il y a quelque chose dans l'urgence désespérée de ces fillettes qui le fait hésiter. « Apportez-moi cet appareil », ordonne-t-il finalement. Un officier s'approche des filles, celle qui tient le téléphone le tend à contre-cœur en murmurant « Ne le cassez pas, s'il vous plaît ». L'officier connecte l'appareil au système audio de la salle. L'écran fissuré montre un fichier vidéo de 3 minutes 47 secondes. « Lancez la vidéo », ordonne le juge. La salle plonge dans un silence de plomb. Au début, on entend des bruits confus. Voix d'enfants, rires, bruits de rue. Puis un silence soudain, comme si on s'était caché. Et ensuite, des voix d'adultes s'approchant, parfaitement audibles. Tout se passe comme prévu. Il a tout signé sans rien soupçonner. Un frisson parcourt l'échine d'Asher. Il reconnaît cette voix. C'est impossible, mais il la reconnaît. Parfait. Encore quelques virements et on disparaît. La deuxième voix glace le sang d'Asher. C'est Elijah, son meilleur ami, son associé, l'homme en qui il a le plus confiance au monde. Demain, on fait le dernier transfert, puis on attend qu'il soit condamné et plus jamais personne ne se doutera de nous. J'ai presque pitié de lui. 5 ans à faire semblant de m'intéresser à ce crétin, et il n'a jamais rien remarqué. La troisième voix fait s'écrouler le monde d'Asher. C'est Claire, sa femme, celle qui pleure pour lui chaque soir, qui clame croire en son innocence, qui a promis de se battre pour sa liberté. Des rires discrets et cruels résonnent dans les haut-parleurs. C'est pour ça que ça a marché. Il a une confiance aveugle en nous deux. La salle explose. Murmures, cris, gens qui se lèvent. Asher sent ses jambes le lâcher. Klein le soutient pour qu'il ne tombe pas. Claire est aussi pâle qu'un linge, les yeux écarquillés par la terreur. Elijah tente de se lever comme pour fuir, mais 2 gardes s'approchent déjà. « Silence !» hurle le juge en martelant son maillet. « Je veux que cet enregistrement soit immédiatement expertisé par un technicien. » L'expert qui accompagne généralement les procès s'avance avec son matériel. 5 minutes d'analyse qui semble 5 heures. Test de fréquence, comparaison des voix, analyse numérique. « Monsieur le juge », déclare-t-il finalement, « il n'y a aucune trace de manipulation numérique. Les fréquences vocales correspondent parfaitement aux individus identifiés. L'enregistrement est authentique. » Le juge Palmer se tourne lentement vers Claire et Elijah, qui ressemblent à 2 statues pétrifiées, Madame Claire Donovan et Monsieur Elijah Crane. « Levez-vous immédiatement. » Ils obéissent comme des automates, le visage livide. Au vu de l'aveu explicite enregistré sur cet appareil, le tribunal dispose de preuves irréfutables d'une conspiration visant à détourner des fonds publics et à incriminer faussement M. Asher Donovan. Une pause dramatique, arrêter Claire Donovan et Elijah Crane pour fraude qualifiée, association de malfaiteurs et faux témoignages. C'est la panique dans la salle. Les journalistes courent, les gens crient, les gardes s'affairent. Claire est menottée en hurlant et en pleurant, niant tout entre 2 sanglots. Elijah tente de parler, mais sa voix se perd dans la confusion générale. Asher s'affale sur sa chaise, les mains sur le visage. 15 ans d'amitié, 5 ans de mariage, tout n'était que mensonge. Les 2 êtres en qui il avait le plus confiance au monde ont orchestré sa destruction. Les larmes coulent comme un torrent après des semaines de barrage. Des larmes d'immense soulagement d'être libéré, des larmes de douleur pour la trahison, des larmes de gratitude envers 2 enfants courageuses qui l'ont sauvé. Quand il parvient à se calmer et à relever la tête, il cherche les fillettes. Elles sont entourées de travailleurs sociaux, mais dès qu'elles voient qu'il les regarde, elles accourent vers lui. « Monsieur, vous n'êtes plus triste ?» demande l'une, les yeux grands remplis d'inquiétude. Asher s'agenouille sur le sol du tribunal et les serre contre lui, se moquant bien des centaines de caméras autour. « Vous...
Sa voix tremble. « Vous m'avez sauvé !» Les assistantes sociales s'approchent, parlant de procédures, de formulaires. Maya et Mel reculent, soudain intimidés par tout ce remue-ménage. « On doit partir », chuchote Maya à Mel. Avant qu'Asher ne puisse dire quoi que ce soit, les deux fillettes s'enfuient, se faufilant à travers la foule de journalistes et de curieux. Ils restent là, à genoux sur le sol du tribunal, à regarder ces sauveteuses disparaître. Deux petites filles abandonnées, vivant seules dans la rue, qui n'ont rien au monde à part l'une l'autre, viennent de lui rendre sa vie, sa liberté, sa dignité. Et elles sont reparties, comme des apparitions venues faire un miracle avant de disparaître. C'est le genre de miracle auquel il n'avait jamais cru, mais il vient de se produire sous ses yeux. La clé tourne dans la serrure avec une étrange lenteur. Asher pousse la porte prudemment, comme s'il s'attendait à ce que la maison ait changé après tant de jours d'absence. Mais tout est exactement à la même place. Les meubles, le parfum de Claire dans l'air, le désordre soigneusement organisé d'autrefois. Le silence est assourdissant. Il laisse ses clés sur la table de l'entrée et reste debout au milieu du salon, ne sachant que faire. Pendant des semaines, il a rêvé de cet instant. Rentrer chez lui, libre, innocent, reprendre sa vie. Mais maintenant qu'il est là, tout lui semble étrange et vide. La maison a 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine moderne que Claire adorait. Ils l'ont achetée il y a 5 ans, juste après leur mariage. C'était le symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, l'avenir qu'ils projetaient, quelle vie mensongère ils ont partagée. Il s'approche de l'étagère du salon où sont exposées des photos encadrées. Il en prend une de sa remise de diplôme en ingénierie. Lui et Elijah côte à côte, toque sur la tête, sourires éclatants. C'était il y a 20 ans. Ils étaient jeunes, pleins de rêves. « On va conquérir le monde, mon frère », avait dit Elijah ce jour-là. Asher passe un doigt sur le cadre. Comment son meilleur ami est-il devenu son pire ennemi? Comment 15 ans d'amitié ont pu se transformer en mensonge? Il prend une autre photo, l'inauguration de Donovan & Associés. Il coupe le ruban rouge. Elijah applaudit. Claire est aussi là, superbe, un bouquet de fleurs à la main. « Je suis si fière de vous », avait-elle dit. « Vous allez avoir un succès fou. » Avait-elle déjà prévu sa destruction à ce moment-là? Il repose la photo et monte à l'étage. La chambre est en ordre, les oreillers à la place exacte où Claire les mettait. Sur la table de chevet de son côté, il y a quelques petits mots. Il prend le premier. Il date de 2 mois, à l'époque où il croyait encore être marié à une femme qu'il aimait. « Mon amour, je suis parti tôt pour voir ma sœur. Ton déjeuner est au frais. Je t'aime. C'est. » Elle l'aimait. Elle a dit dans l'enregistrement avoir fait semblant pendant 5 ans avec cet idiot. Le deuxième mot est plus ancien, d'avant leur mariage. H, tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. J'ai hâte de devenir ta femme et de construire une vie magnifique à tes côtés. Tout mon amour, Claire. Asher s'assoit sur le bord du lit, tenant le papier. Était-ce seulement sincère? Les baisers, les étreintes, les déclarations d'amour éternel? Ou tout faisait-il partie d'un plan diabolique pour atteindre son argent? Il se souvient du jour où il l'a demandé en mariage. Un dîner romantique dans un restaurant chic, une bague de diamants, elle qui pleurait de joie, ou qui faisait semblant. Oui. 1000 fois oui, avait-elle crié en l'embrassant devant tout le monde. Mensonge, tout mensonge. Il va dans le dressing et ouvre les tiroirs de Claire, des vêtements coûteux, des bijoux, des parfums de luxe. Elle a toujours voulu le meilleur. Elle répétait qu'elle méritait ces choses parce qu'elle travaillait dur comme avocate. Mais son salaire n'a jamais suffi à ce train de vie. C'était lui qui payait la majeure partie des dépenses, la maison, les voyages, les dîners, et elle acceptait tout naturellement, comme si ça lui revenait de droit. Claire disait m'aimer, murmure-t-il à la chambre vide. Mais elle était avec moi pour l'argent. La vérité fait plus mal qu'un coup de poing. Il redescend au salon et se sert un whisky. La première gorgée lui brûle la gorge. La deuxième passe mieux. Il s'assoit sur le canapé où ils avaient l'habitude de regarder des films le dimanche. Il prend son téléphone. Des dizaines de messages non lus, des journalistes qui réclament une interview, des voisins curieux, d'anciens clients qui le soutiennent. Il supprime tout sans ouvrir. Sur la table basse, il y a une photo encadrée prise au dernier Noël, il y a 3 mois. Lui, Claire et Elijah trinquant au champagne, tous souriants, heureux,
comme une famille, comme il a été aveugle. Il repense à l'enregistrement trouvé par les fillettes. Elijah et Claire qui rient de lui, le traitant d'idiot, se félicitant de l'avoir dupé pendant 5 ans de mariage et 15 ans d'amitié. Comment mon associé, mon meilleur ami, a-t-il pu me faire ça? La question résonne dans la pièce vide, sans réponse. Il se rappelle toutes les fois où Elijah l'a rassuré à propos des matériaux de mauvaise qualité. « Ne t'en fais pas, mon frère. J'ai tout contrôlé. » Toutes les fois où Asher a signé des papiers sans les lire, lui faisant une confiance aveugle. Tout est en ordre. Il suffit de ta signature. Et il signait, toujours, parce qu'il avait confiance. Le téléphone sonne. C'est Klein, l'avocat. « Asher, comment vas-tu? »« Je vis. Je suis libre. Trahi, mais vivant. J'imagine à quel point c'est dur. Tu veux qu'on parle des prochaines étapes? On va les poursuivre en justice pour tout ça. Plus tard. Klein. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'être seul. Je comprends. Mais ne t'isole pas trop, d'accord? Tu as aussi de vrais amis. » En raccrochant, Asher se demande si c'est vrai. Comment savoir qui sont les vrais amis après avoir découvert que les plus proches étaient ses pires ennemis? Il monte à son bureau. Sur la table, il y a de vieux contrats, des plans, des projets qu'il a réalisés avec Elijah. Des souvenirs d'une époque où il croyait avoir un associé loyal et honnête. Il prend une photo de la remise de diplôme d'Elijah, le jour où il avait été choisi meilleur ingénieur de la promo. Elijah était le témoin d'Asher à son mariage et avait pleuré de joie pendant son discours. Tout était comédie. Il range la photo dans un tiroir et le referme. Il ne veut plus la voir. Quand le soleil se couche, il redescend. La maison paraît plus vaste et plus vide à chaque heure qui passe. Avant, elle était emplie de vie, de rires, de conversations. À présent, il n'y a plus que le silence et des souvenirs factices. Il n'a pas envie de hurler, ni de casser quoi que ce soit. Il ressent juste une tristesse profonde et la conscience amère de la réalité. Il a été manipulé. Pendant 5 ans, pendant 15 ans, les 2 personnes en qui il avait le plus confiance l'ont trahi de la pire des manières, mais au moins, il sait la vérité. Au moins, 2 petites filles courageuses sont entrées dans sa vie pour lui ouvrir les yeux. 2 gamines qui n'avaient rien à y gagner mais qui l'ont fait quand même. Elles sont vraies. Tandis que Claire et Elijah n'étaient qu'un beau masque cachant un cœur pourri. Il se resserre un whisky et trinque, seul, dans le salon désert. À la vérité, dit-il au mur silencieux, même si elle fait mal. Et elle fait mal, plus que tout. Mais au moins, elle est réelle. Asher se réveille avec une mission. Pour la première fois depuis des semaines, il a un objectif clair. Retrouver les 2 petites filles qui lui ont sauvé la vie. Après une douche et s'être habillé, il quitte la maison avec détermination. Il ne connaît pas leur nom, mais il sait qu'elles traînent dans les rues du centre-ville. Il doit commencer quelque part. Il se rend dans le quartier où il les avait croisées, près de cette boulangerie. C'est un quartier commercial animé en journée, avec beaucoup de magasins et de restaurants. Le soir, les porches et entrées d'immeubles deviennent un refuge pour les sans-abri. Il gare sa voiture et commence à marcher dans les rues. Il croise des dizaines de personnes en difficulté, mais aucune trace des jumelles. Il demande à certains s'ils connaissent 2 petites filles, mais personne n'a l'air de savoir. « Monsieur, vous seriez pas l'ingénieur qu'on a vu à la télé ?» lui demande un homme d'une 50aine d'années, assis au coin d'une rue avec un gobelet en carton. « Oui, c'est moi. J'ai vu dans le journal que vous avez été innocenté. Ça fait plaisir. Vous avez l'air d'un bon gars. Asher est touché. Merci. Est-ce que, par hasard, vous connaissez 2 fillettes jumelles qui traînent ici? Elles ont 6 ans. » L'homme réfléchit. « Ya, les petites Maya et Mel. Bien sûr que je les connais. Les pauvres, elles vivent seules depuis que leur grand-mère est morte. » « Maya et Mel, répète Asher. Où puis-je les trouver? Elles traînent souvent le matin près de la boulangerie Saint-Jean, dans la rue derrière. Après, elles vont chercher à manger dans les restos. Le soir, elles dorment sous le porche de la banque fermée, à 2 rues d'ici. » Asher donne quelques pièces à l'homme et se rend à la boulangerie Saint-Jean. C'est une petite boulangerie modeste, avec quelques tables en terrasse. Il jette un coup d'œil autour, mais pas de jumelles. « Bonjour, » dit-il au vendeur. « Vous avez vu 2 petites filles jumelles ce matin? Maya et Mel, elles sont passées tôt, mais elles n'ont rien acheté. Elles ne peuvent jamais rien acheter, elles font que regarder les pains. » Asher a un pincement au cœur. Elles passent tous les jours, presque tous les jours. Parfois,
S'il reste du pain de la veille, je leur en donne, mais le patron n'aime pas trop. À quelle heure reviennent-elles en général? En fin d'après-midi, vers 17 heures. C'est là qu'on jette ce qui n'a pas été vendu. Il est 14 heures. Asher décide d'attendre. Il commande un café et s'installe à une table en terrasse, observant la rue. Pendant 3 heures, il voit défiler des dizaines de passants, cadres pressés, mères avec poussettes, étudiants chargés de sacs. Tous ont un but, un lieu où aller. À 17h10, il les aperçoit. 2 fillettes se tiennent par la main, avançant lentement sur le trottoir. Cheveux châtains emmêlés, vêtements sales, pieds connus, mais ce sont elles. Il reconnaît immédiatement leurs grands yeux attentifs, ceux qui l'ont sauvé au tribunal. Maya et Mel s'approchent de la boulangerie avec prudence, comme d'habitude. Elles observent la vitrine, puis se posent à côté, espérant récupérer quelque chose. Asher se lève et va à leur rencontre. « Bonjour, mesdemoiselles. » Les deux relèvent la tête, un peu effrayés. Puis elles le reconnaissent et esquissent un timide sourire. « C'est le monsieur du tribunal, » dit Maya. « C'est le monsieur gentil, » ajoute Mel. Asher s'agenouille à leur niveau. « Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. »« On a juste montré ce qu'il y avait sur le téléphone, » fait Maya en haussant les épaules. « Vous avez fait bien plus que ça. »« Vous m'avez rendu ma vie, » dit Asher en prenant une grande inspiration. « J'aimerais vous rendre l'appareil. Ça vous dirait qu'on aille manger un morceau ensemble? J'aimerais vous connaître un peu. » Les fillettes se regardent. Elles ont manifestement faim, mais aussi l'habitude de se méfier. La rue leur a appris à être prudente. « Juste un sandwich ?» demande Mel. « Juste un sandwich, où vous voulez. » Maya désigne une petite sandwicherie de l'autre côté de la rue. Elle a l'air simple mais propre et accueillante. Là-bas, ils font des bons hamburgers. On les a déjà vus par la vitrine. Très bien, allons-y. Ils traversent. Asher remarque comment les gens les regardent. Un homme bien habillé avec 2 petites filles visiblement sans abri. Certains ont un regard curieux, d'autres réprobateurs. Dans la sandwicherie, ils choisissent une table au fond. Les filles s'assoient côte à côte, un peu intimidées. « Prenez ce que vous voulez », propose Asher en leur tendant le menu. Maya et Mel l'examinent, les yeux brillants. Elles n'ont presque jamais l'occasion de choisir un repas. « Je peux prendre un hamburger avec des frites ?» demande Maya prudemment. « Et un milkshake au chocolat ?» rajoute Mel. « Bien sûr. Tout ce qui vous fait envie. » Quand le serveur arrive, elles commandent un hamburger complet, des frites, un milkshake et même un morceau de tarte au chocolat pour partager. Asher ne prend qu'un café. « Vous ne mangez pas ?» s'inquiète Maya. « Je n'ai pas faim, mais vous, faites-vous plaisir. » En attendant leur commande, Asher les observe. Ce sont clairement des jumelles, mais Maya semble la plus protectrice, tandis que Mel est plus timide et regarde toujours Maya avant de parler. « Vous vous appelez Maya et Mel, c'est ça? Un monsieur de la rue m'a parlé de vous. »« Oui, » confirme Maya. « Il t'a raconté quoi sur nous? » ?»« Il a dit que vous êtes connus dans le quartier. »« On vit dans la rue depuis longtemps, » explique Mel naturellement, comme si c'était normal. Quand les plats arrivent, les filles se jettent dessus avec l'appétit féroce de celles qui ont souvent faim. Mais elles partagent chaque frite, veillant à ce que l'autre en ait autant. « C'est bon ?» demande Asher. « Oui » répondent-elles en chœur, la bouche pleine, le faisant sourire. « Maya, Mel, » reprend-il doucement, « je peux vous demander comment vous êtes arrivés à vivre dans la rue ?» Elle cesse de manger un instant. Maya s'essuie la bouche avec une serviette, prend une grande inspiration. « Ça, notre mamie est morte. C'était elle qui s'occupait de vous? On a toujours vécu dehors avec elle, » explique Mel. « Nos parents sont partis quand on est né, c'est ce qu'elle nous a dit. »« Votre mamie aussi était sans abri ?» demande Asher avec douceur. « Oui, elle savait où trouver de la nourriture, où dormir en sécurité, » continue Maya. « Elle nous a appris à demander de l'aide aux gentils et à fuir les méchants. Et quand elle est morte, les fillettes se regardent, partageant un souvenir douloureux. « C'était l'hiver dernier, » murmure Mel, triste. Elle était très malade, elle toussait beaucoup. On a essayé de l'aider, mais on ne savait pas comment, ajoute Maya. Un matin, elle ne s'est plus réveillée. Asher a le cœur serré. Et depuis, vous êtes toute seule. Oui, mamie disait que si quelque chose lui arrivait, on devait toujours rester ensemble, répond Maya. Qu'on devait prendre soin l'une de l'autre. C'est ce que vous faites? Oui, on se débrouille, dit Maya fièrement. Elle nous a tout appris. Où trouver à manger, où c'est dangereux,
Comment demander de l'aide? Ça fait combien de temps? Depuis le grand froid, calcule Mel. C'est passé. Il a fait chaud. Et là, ça se refroidit encore. Asher réalise que ça fait presque un an. 2 enfants de 5 ou 6 ans, seuls, dans la rue, passant les 4 saisons dehors. Et vous vous débrouillez pour manger? Pour dormir? On connaît les endroits, explique Maya. Les restos qui jettent de la bonne nourriture, les gens qui donnent des pièces, les coins où on peut dormir sans crainte. Mamie disait qu'il fallait connaître la ville comme sa poche, ajoute Mel, et on la connaît. Et vous n'avez pas peur? On est ensemble, répond Mel en serrant la main de sa sœur. Mamie disait que tant qu'on restait l'une avec l'autre, on pouvait tout surmonter. L'amour fraternel est palpable. Au milieu de toute cette misère, elles se sont créées leur univers où elles se protègent mutuellement. « Ta grand-mère était une femme sage, » dit Asher. « Et vous êtes très courageuse. » Elle disait toujours qu'on était spécial, reprend Maya avec un petit sourire. « Pourquoi vous êtes spécial? »« Parce qu'on n'a rien, mais on aide toujours ceux qui en ont besoin, » explique Mel. C'est ce qu'elle nous apprenait. Comme quand vous m'avez aidé au tribunal. Et oui, Mamie disait que les gens gentils aident les gens gentils, approuve Maya. Et toi, tu as été gentil en nous donnant du pain et du jus, ajoute Mel, sans qu'on te demande. Asher se rappelle de cette scène. Il les avait vus affamés et avait acheté de la nourriture sans réfléchir. Un geste simple qui a tout changé. « Vous m'avez tout donné, dit-il, la voix nouée d'émotion. Ma liberté, ma dignité, mon avenir. Je ne pourrai jamais vous rendre assez. Tu nous as déjà remerciés, avec ce bon sandwich, note Maya en souriant. Mamie disait que le bien qu'on fait nous revient toujours, ajoute Mel. Asher prend une grande inspiration. C'est maintenant ou jamais. Je peux vous rendre quelque chose à mon tour? Un foyer? Les fillettes arrêtent de manger et le dévisagent avec de grands yeux. Un foyer? Répète Mel, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Oui, une vraie maison. Des lits chauds, à manger tous les jours. Des vêtements propres. Et vous resterez ensemble. Toujours. Maya et Mel échangent un regard, comme si elles se consultaient sans parler. « Mais on ne connaît pas de maison, » dit Maya, troublée. « On a toujours vécu dehors. Je peux vous apprendre, et vous pouvez m'apprendre beaucoup de choses aussi. Vous savez des choses sur le courage et la loyauté que je suis encore en train d'apprendre. »« Vraiment ?» demande Mel, les yeux brillants d'espoir. « Oui, vraiment, mais seulement si vous en avez envie. Je ne veux pas vous forcer. » Les filles se regardent à nouveau, puis reportent leur attention sur lui. Il y aura à manger tous les jours, s'enquiert Maya. Tous les jours, et un lit moelleux, les plus moelleux que je pourrais trouver, et on ne sera pas séparés, jamais, je te le promets. Maya serre la main de Mel. Mel, qu'est-ce que t'en penses? Mel fixe Asher de ses grands yeux sérieux. Mamie disait que quand on ferait une grande bonne action, le ciel nous enverrait aussi quelque chose de bon. Cette phrase touche profondément Asher. Et vous pensez que je suis la bonne chose que le ciel vous a envoyée? Les fillettes sourient en même temps. On pense que oui, disent-elles en chœur. Asher sent les larmes lui monter aux yeux. 2 enfants qui ont tout perdu, qui vivent dans la rue depuis toujours, prêtes à lui faire confiance. Alors c'est décidé, dit-il en leur tendant les mains. Mes héroïnes ne peuvent pas rester dehors, venez avec moi. Maya et Mel saisissent chacune une de ses mains. On rentre à la maison, répète Maya, testant ce mot. Chez nous, corrige Mel, en souriant. Et pour la première fois depuis qu'il a découvert la trahison de Claire et Elijah, Asher se sent entier. Non pas parce qu'il a retrouvé son ancienne vie, mais parce qu'il en commence une nouvelle, avec 2 filles que le ciel lui a envoyées pour le sauver, et qu'il peut maintenant sauver à son tour. La première étape pour Asher est d'emmener Maya et Mel dans une boutique de vêtements pour enfants dans un grand centre commercial. Les fillettes marchent à petits pas, main dans la main, les yeux grands ouverts devant les vitrines colorées. On n'est jamais entré dans un endroit comme ça, chuchote Maya en voyant l'éclairage et les présentoirs. C'est immense, renchérit Mel, se cachant un peu derrière sa sœur. N'ayez pas peur, les rassure Asher, on va vous trouver des vêtements neufs. Dans le magasin, la vendeuse jette un regard un peu déconcerté aux 2 petites, manifestement venues de la rue, cheveux en désordre, habits sales, pieds nus. « Je voudrais des tenues complètes pour ces 2 demoiselles, » dit Asher avec assurance. « De la lingerie jusqu'au manteau d'hiver. »« Quelle taille ?» demande la vendeuse, toujours en les regardant avec curiosité. Elles ont 6 ans. Maya, Mel, prenez ce qui vous plaît.
Les fillettes se regardent, un peu perdues au milieu de toutes ces étagères. « Et tout ce qu'on veut !» répète Maya, incertaine. « Oui, tout ce que vous voulez. » C'est comme si on ouvrait les vannes d'un barrage. Maya court vers le rayon des robes colorées, tandis que Mel s'intéresse à un ensemble pantalon et sweat avec des animaux imprimés. « Je peux prendre ça ?» demande Mel, montrant un ensemble rose avec des petits chats. « Tu peux prendre tout ce qui te fait envie. » Pendant presque 1 heure, elles essaient des vêtements comme si c'était la plus grande aventure de leur vie. Robes, pantalons, pulls, chaussettes, chaussures, manteaux. Tout est nouveau, propre et fait pour elles. « Regarde comment ça me va !» s'exclame Maya en sortant de la cabine d'essayage dans une robe bleue à fleurs blanches et des ballerines blanches. « Tu es ravissante !» dit Asher. Et c'est vrai. Lavée et habillée avec soin, Maya est méconnaissable. Mel arrive à son tour, vêtue d'un jean et d'un t-shirt jaune orné d'un soleil. « Et moi ? Vous êtes magnifiques toutes les deux. Les plus belles petites filles du monde. » Elles sourient, rayonnantes. C'est sans doute la première fois que quelqu'un leur dit qu'elles sont belles. Elles ressortent du magasin avec 6 sacs pleins, tenues pour toutes les occasions, chaussures neuves, manteaux pour l'hiver qui approche. Elles portent fièrement leurs sacs. « Maintenant, on va acheter d'autres choses importantes », annonce Asher. Dans la boutique de jouets, leur réaction est encore plus intense. C'est comme si elles découvraient un paradis. « Il y a tellement de jouets », murmure Mel en tournant sur elle-même pour tout voir. « Prenez ce que vous voulez », dit Asher. Maya se précipite sur une poupée blonde en robe rose. Elle ressemble à une princesse. Mel est attirée par un gros coffret de crayons de couleur. « Je pourrais dessiner avec ça ?»« Vous pouvez tout prendre. » Les fillettes choisissent avec soin. Des poupées, des crayons, des cahiers à colorier, des jeux de construction, quelques peluches. Elles ne prennent pas tout, juste ce qui leur plaît vraiment. « Ça, vous ne voulez pas plus ?» demande Asher. « On n'a pas besoin de beaucoup, » explique Maya. « Mamie disait qu'il suffit d'avoir le nécessaire, pas trop. » La sagesse d'une enfant de 6 ans impressionne encore Asher. Quand ils arrivent enfin chez lui, la fin de journée approche. Les filles s'arrêtent sur le seuil, un peu intimidées. « C'est super grand », remarque Mel. « Et beau, y ajoute Maya. « Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. » Asher les guide dans le couloir jusqu'à 2 portes côte à côte. « Voici vos chambres. » Il ouvre la première porte. C'était un bureau, mais il l'a aménagé dans la journée. Un lit, une place avec une couette rose, des oreillers douillets, une petite étagère pour les livres et les jouets. « C'est à moi ?» s'étonne Maya. « Oui, c'est la tienne. » Il ouvre la seconde porte, la chambre jumelle avec une couette bleu clair. « Et ça, c'est la tienne, » dit-il à Mel. « Mais regardez ici. » Asher leur montre une porte qui relie les 2 pièces. « Si vous voulez être ensemble, il suffit de laisser cette porte ouverte. Ou vous pouvez la fermer si vous préférez avoir chacune votre espace. C'est vous qui décidez. » Les filles courent d'une chambre à l'autre, sautent sur les lits, palpent les couvertures moelleuses, ouvrent et ferment la porte de communication. « C'est le lit le plus doux du monde !» s'exclame Maya en s'y jetant. « Et bien chaud !» ajoute Mel en l'imitant. « Maintenant, prenez un bon bain chaud et enfilez vos nouveaux vêtements. Après, on dîne tous ensemble. » Le bain est une aventure à part entière. Elles n'ont jamais vu de baignoire, ni d'eau chaude qui coule du robinet, ni de shampoing parfumé, ni de serviettes douces. Asher entend leurs rires et leurs cris de joie à travers la porte pendant près d'1 heure. Quand elles ressortent, elles sont méconnaissables. Cheveux brillants, joues roses, habillées de neuf, 2 petites princesses. « Vous êtes ravissantes », dit Asher, ému. « On sent bon », rit Maya. « Et on est toutes propres », ajoute Mel. Pendant le dîner, elles mangent à de bon appétit mais en faisant preuve d'une certaine politesse, preuve que leur grand-mère leur avait enseigné des manières malgré leur vie dans la rue. « C'est bon ?» demande Asher. « Oui, tu cuisines bien », complimente Maya. « Merci. Demain, vous pourrez m'aider si vous voulez. »« On peut ?» s'enthousiasme Mel. « Bien sûr. C'est aussi votre maison maintenant. » Après le repas, ils s'installent dans le salon. Asher a acheté du papier et des crayons spécialement pour ce moment. Maya et Mel s'installent sur le grand canapé, chacune une feuille devant elle, dessinant avec concentration. Asher part à la cuisine préparer un jus d'orange frais pour elle. En revenant, il les voit absorbés par leurs dessins. Maya dessine une maison avec une famille de 3 personnes devant. Mel fait des fleurs colorées et un soleil souriant.
C'est très beau, dit-il en déposant le jus. Merci, répond Maya sans lâcher son crayon. Asher s'assoit dans le fauteuil voisin, juste pour les regarder. C'est fou comme leur présence change la maison. Il y a de la vie, des rires, des petits bavardages discrets. Asher, dit soudain Maya en levant la tête de son dessin. Oui? Tu as des enfants? La question le prend de court. Non, j'étais marié à Claire, mais je vais demander le divorce. Pourquoi? Demande Mel, curieuse. C'est parce que j'ai découvert qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Elle m'a trompé. Comme nous t'avons trompé au tribunal? S'étonne Maya, qui ne comprend pas bien. Non, vous m'avez sauvé la vie. Claire a fait l'inverse. Elle a voulu me détruire. Les fillettes échangent un regard, essayant de comprendre. Donc maintenant, tu n'as plus de famille? S'enquiert Mel. Si. J'ai vous, répond Asher sans hésiter. Et nous, honte à toi, sourit Maya. Exact. Mel pose ses crayons et descend du canapé pour s'approcher d'Asher. Elle grimpe sur ses genoux. Je peux t'appeler, papa? La question est si naturelle, si douce, qu'Asher en a les larmes aux yeux. Seulement si vous en avez envie. Nous, on a envie, dit Maya en s'approchant aussi. Alors vous pouvez m'appeler papa. Papa, répète Mel en souriant. Papa, tente Maya dans une autre variante. Comme vous préférez. Elle se blottisse contre lui, Mel sur ses genoux, Maya appuyée sur le bras du fauteuil. Papa, reprend Mel, on va habiter ici pour toujours? Si vous le voulez. On le veut, répondent-elles en chœur. Ils restent ainsi un moment, profitant simplement de l'instant. C'est la première fois depuis des mois qu'Asher ressent une paix véritable. Et c'est la première fois de leur vie que Maya et Mel se sentent complètement en sécurité. On joue à quelque chose, propose Maya. À quoi voulez-vous jouer? On ne connaît pas beaucoup de jeux, admet Mel. Alors je vais vous en apprendre. Asher leur enseigne des jeux simples, comme pierre-feuille-ciseaux. Elles apprennent vite et rient de bon cœur en le battant presque à chaque fois. Papa, tu as encore perdu, rigole Maya après sa 5e victoire. Vous êtes trop maline, rétorque Asher en riant avec elle. C'est fou comme la maison a changé. Là où régnait le silence et la tristesse, il y a maintenant des éclats de rire et de la joie. Là où il y avait le vide, il y a la vie. À 21h, les fillettes commencent à bâiller. Il est temps de dormir, dit Asher. Déjà, proteste Mel en faisant la moue. On jouera encore demain. Maintenant, il faut se reposer. Il les accompagne jusqu'à leur chambre. Maya choisit de dormir dans son propre lit, mais laisse la porte de communication ouverte pour parler à Mel. « Bonne nuit, Maya », dit Asher en déposant un baiser sur son front. « Bonne nuit, papa ». Dans la chambre voisine, il borde Mel. « Bonne nuit, Mel. »« Papa », dit-elle en lui prenant la main. « Merci de nous donner une maison. Merci à vous de me donner une famille. » En redescendant, Asher retrouve le salon plongé dans le calme, mais c'est un calme différent. Plus un silence vide, mais un silence apaisant, celui d'une maison où dorment des gens qu'on aime. Il voit les dessins de Maya et Mel, toujours étalés sur le canapé. Celui de Maya montre une maison avec 3 personnes devant, un homme grand et 2 fillettes se tenant par la main. Au-dessus, en lettres maladroites, il y a écrit « Ma famille ». Celui de Mel représente des fleurs multicolores et, au milieu, 3 cœurs enlacés avec les prénoms Maya, Mel et Papa. Asher sourit, rangeant les dessins avec soin. Ce sont les premiers cadeaux que ses filles lui offrent, ses filles. Les mots sonnent justes. 2 petites qui lui ont sauvé la vie et qui dorment maintenant dans des chambres douillettes, avec l'estomac plein et le cœur léger. Et lui, qui avait perdu tout ce qu'il croyait posséder, vient de gagner tout ce qui compte vraiment. Une vraie famille, construite sur un amour sincère, pas sur des mensonges et de l'intérêt. Pour la première fois depuis des années, la maison d'Asher déborde de vie, de rires et d'espoir. Et cela vaut plus que tout l'argent du monde. Le dimanche se lève sur un soleil doré qui traverse les rideaux de la chambre d'Asher, traçant des lignes lumineuses sur le sol. C'est un de ces jours printaniers parfaits, où l'air est frais mais le soleil réchauffe avec douceur. Le genre de journée qui appelle à un pique-nique au parc. Il descend à la cuisine en pyjama et y trouve Maya et Mel, déjà debout, attablés pour manger des céréales avec du lait. Leurs cheveux sont encore emmêlés du sommeil, elles portent leurs petites chemises de nuit.
mais leurs sourires matinaux illuminent tout. « Bonjour, papa », disent-elles en chœur, brandissant leur cuillère comme un toast. « Bonjour, mes princesses, que diriez-vous d'aller faire ce pique-nique dont on parlait hier ?»« Vraiment ?» Maya saute de sa chaise, renversant presque son bol. « Aujourd'hui. Le temps est parfait, approuve Mel en courant à la fenêtre. Regarde ce soleil. Alors on se prépare. Mais finissez d'abord votre petit déjeuner. Ensuite, vous m'aidez à préparer les sandwichs. On t'aide pour tout. » Maya se rassoit aussitôt. Pendant l'heure qui suit, la cuisine se transforme en ruche joyeuse. Maya lave les fruits, des pommes rouges, des bananes mûres, du raisin sucré. Mel aide Asher à découper le pain pour les sandwichs, la langue tirée en signe de concentration. « Je peux mettre du ketchup dans le mien ?» demande Maya en contemplant les ingrédients. « Bien sûr, c'est ton sandwich. »« Et moi, je peux faire le mien seulement avec du fromage ?» propose Mel. « Tiens, j'aime pas trop le jambon. » Oui, chacun le prépare comme il veut. Ils préparent toute une variété de sandwichs. Ils emballent le tout dans un grand panier en osier qu'Asher a acheté pour l'occasion. Sandwich bien enveloppé, fruits découpés, biscuits maison, 3 petites bouteilles de jus d'orange frais, de l'eau et quelques cahiers de coloriage avec des crayons. « N'oublie pas la nappe », rappelle Maya, toujours la plus organisée. Bonne idée. Mel, tu peux aller chercher la nappe bleue dans le placard du salon. Le parc central est à 10 minutes en voiture de chez eux. Un endroit vaste, avec de grands arbres qui offrent une ombre généreuse, un petit lac où nagent des canards et de grandes pelouses parfaites pour que les enfants courent. Quand ils arrivent, le parc est déjà animé. Des familles pique-niquent, des enfants jouent aux aires de jeu, des couples se promènent. « On s'installe où ?» demande Mel en jetant un regard émerveillé autour d'elle. Asher choisit un coin sous un grand arbre, assez éloigné de l'aire de jeu pour être au calme, mais suffisamment proche si les filles veulent aller jouer. Ils étendent la nappe bleue avec soin. Maya et Mel l'aident à disposer la nourriture, comme si elles organisaient un grand événement. « C'est trop joli », murmure Maya, fière de la présentation. « On dirait une vraie fête », ajoute Mel en battant des mains. « C'en est une », sourit Asher en s'asseyant entre elles. « Notre première fête de famille au parc. » Ils mangent en prenant leur temps, profitant du moment. Les filles racontent leurs dessins de la semaine, l'histoire d'un charroux croisé dans la rue, leur progrès en lecture. « Papa, je sais lire éléphant sans aide », annonce Mel, fière. « Et moi, j'ai lu Papillon en entier hier », surenchérit Maya. « Vous devenez très doués. Bientôt, vous lirez des livres entiers. » Après les sandwichs, Maya jette un regard vers la pelouse. « Papa, je peux courir un peu sur l'herbe ?»« Bien sûr, mais ne vous éloignez pas trop. » Les deux filent comme des fusées, courant d'un bout à l'autre, jouant à s'attraper, roulant dans l'herbe et riant aux éclats. D'autres familles les regardent en souriant. Impossible de ne pas sourire en voyant deux fillettes si sincèrement heureuses. « Papa, viens jouer avec nous !» crie Mel de loin, en faisant de grands signes. « Viens faire un chat perché. » Asher se lève et les rejoint sur l'herbe. Ils courent tous les trois pendant plusieurs minutes, lui faisant semblant de presque les attraper, et elle hurlant de rire en s'échappant. « Vous êtes trop rapide pour un papa vieux comme moi », plaisante-t-il en se laissant tomber dramatiquement dans l'herbe. Les fillettes rient et se jettent sur lui, le chatouillant sans pitié. « T'es pas vieux », proteste Maya en riant. « Et tu peux pas échapper à nos chatouilles », ajoute Mel dans l'attaque. « Non, je me rends », rigole Asher, essayant de se protéger. « C'est vous qui gagnez. » Ils retournent à la nappe après la partie, un peu essoufflés mais comblés. Asher leur sert du jus frais, tandis que Maya et Mel attrapent leurs cahiers à colorier. « Je vais dessiner notre famille au parc », annonce Maya. « Et moi, notre maison avec un jardin », ajoute Mel. Ils restent un moment dans un silence plaisant, chaque fillette concentrée sur son dessin. Asher en profite pour prendre des photos avec son nouveau téléphone. Maya tire la langue, absorbée par son coloriage. Mel sourit tout en dessinant un soleil. « Faites-moi un sourire, toutes les deux », dit-il. Elles se mettent côte à côte, s'embrassant en riant pour la photo. Deux visages lumineux. « Vous êtes adorables », commente Asher. « Maintenant, une photo de nous trois. » Il se place au milieu et prend une selfie. Sur l'écran, 3 visages souriants. Lui au centre, Maya et Mel de chaque côté, comme une petite constellation de bonheur. « Elle est parfaite », dit-il en leur montrant. « On pourra l'imprimer et la mettre sur le frigo ?» demande Mel.
Bien sûr, on fera un album de famille. Une dame âgée qui passe en marchant s'arrête et leur sourit. Quelle belle famille vous faites, vos filles sont adorables. Merci, répond Asher, le cœur gonflé de fierté. Ce sont des jumelles? Demande la dame. Oui, Maya et Mel. Elles ont bien de la chance d'avoir un papa si attentionné. Lorsqu'elle s'éloigne, Maya regarde Asher d'un air pensif. Papa, elle a dit qu'on était tes filles. Et c'est vrai. On peut vraiment t'appeler papa, officiellement. Asher pensait que c'était déjà évident. Pourquoi tu demandes? Parce qu'on n'est pas sorti de ton ventre, explique Mel. On n'a pas ton sang. Asher s'agenouille sur la nappe pour être à leur hauteur. Écoutez-moi bien, une famille, ce n'est pas juste le sang. C'est l'amour de tous les jours. C'est prendre soin les uns des autres. C'est vouloir le meilleur pour l'autre. Les fillettes l'écoutent religieusement. Vous vous souciez de moi? Demande-t-il. Beaucoup, répondent-elles. Et moi, je tiens énormément à vous. Ça fait de nous une vraie famille. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation. Vous êtes déjà mes filles. Maya et Mel échangent un sourire radieux. Donc tu es vraiment notre papa, insiste Maya. Oui, je suis votre papa. Et nous, on est vraiment tes filles, complète Mel. Oui, mes vraies filles. Elle se jette dans ses bras pour un gros câlin. On t'aime fort, papa, murmure Maya. Je vous aime aussi. Plus que toutes les étoiles du ciel. Ils restent un instant enlacés, savourant ce moment parfait. Autour d'eux, le parc continue sa vie. Des familles, des rires, le chant des oiseaux. Mais sur cette nappe, le temps s'arrête pour célébrer l'amour. Quand le soleil commence à décliner, teignant tout d'une lumière dorée, ils commencent à ranger. Déjà, bout de Mel. On reviendra, promet Asher, autant de fois que vous voudrez. Tous les dimanches, s'enthousiasme Maya. Si vous voulez, tous les dimanches, ce sera notre tradition. Sur le trajet du retour, le panier presque vide et les filles joyeuses à l'arrière, Asher repense à l'incroyable tournant de sa vie. Il y a 6 mois, il croyait avoir tout. Une entreprise prospère, un mariage heureux, un meilleur ami fidèle. Il a découvert que ce n'était qu'une illusion, bâtie sur des mensonges et des trahisons. Aujourd'hui, il possède moins matériellement. Son entreprise se reconstruit lentement. Il habite la même maison qu'il partageait avec une épouse hypocrite, et il a perdu sa naïveté. Mais il a Maya et Mel, et elles sont bien réelles. Leur amour est sincère, pur, sans arrière-pensée. Leur famille est basée sur un vrai lien, pas une obligation. Quand ils arrivent, les filles courent pour accrocher leurs nouveaux dessins au mur. Asher range le pique-nique. Dans le panier, il reste quelques fruits, les cahiers à colorier et 3 bouteilles de jus vides, témoins d'une journée parfaite en famille. Il entend leur rire venir de leur chambre. Maya et Mel discutent de l'emplacement idéal pour leur dessin, se remémorent la journée et planifient déjà le prochain dimanche. Asher s'assoit sur le canapé et regarde autour de lui. La maison s'est métamorphosée. Des jouets rangés, des livres pour enfants sur l'étagère, des photos de Maya et Mel un peu partout. La vérité m'a détruit, murmure-t-il, songeant à Claire et Elijah. Mais elles m'ont reconstruit. L'explosion de la trahison a tout démoli, mais Maya et Mel l'ont aidé à reconstruire, en mieux, en vrai, en solide. C'est ma nouvelle famille, songe-t-il en écoutant les rires des petites. Et je ne suis plus jamais seul. L'avenir ne lui paraît pas juste radieux, il lui semble passionnant. Il y aura d'autres pique-niques, d'autres dessins sur les murs, d'autres fous rires dans la maison. Il y aura de l'amour chaque jour, et cela vaut toutes les richesses qu'il a perdues. Asher sourit, se lève et va aider les filles à accrocher leurs dessins à la bonne hauteur. Parce que c'est ce que font les papas. Et il est papa maintenant. Papa de 2 héroïnes qui l'ont sauvé et qui remplissent ses journées d'un amour sincère. Pour toujours. Le lendemain, Asher gare sa voiture devant l'immeuble de Donovan & Associés pour la première fois depuis presque 2 mois. Le bâtiment lui paraît plus petit que dans ses souvenirs, plus quelconque. Étrange comme la perspective change quand la vie bascule. Il monte jusqu'au 12e étage avec l'ascenseur qu'il connaît par cœur. À chaque étage, des souvenirs le saisissent, réunions décisives, contrats signés, rêves partagés avec Elijah. Tout cela semble appartenir à une autre existence. Quand les portes s'ouvrent, il trouve Sandra, la réceptionniste, en train de classer des documents. « Monsieur Asher !» s'exclame-t-elle, se levant précipitamment. «
Je suis tellement contente de vous revoir. Bonjour, Sandra. Comment ça va ici? C'est compliqué pour être honnête. Après tout ce qui s'est passé, beaucoup de projets ont été annulés. Les clients ont eu peur. Asher hoche la tête. C'était prévisible. Les scandales de corruption font fuir les clients, même quand l'accusé est innocenté. Il reste combien d'employés? Une quinzaine. Marcos continue de gérer les chantiers restants. On a dû licencier presque tout le service financier. Je vois. Je vais jeter un œil à tout ça. Il traverse les bureaux qu'il a lui-même conçus. Quelques postes sont vides, d'autres occupés par des collaborateurs qui lui jettent des regards mêlés de soulagement et de curiosité. Il salue chacun, les remerciant d'être restés. Dans son bureau, tout est resté comme il l'avait laissé. Les plantes ont été arrosées par Sandra, les papiers sont rangés, la vue sur la ville est toujours aussi belle. Mais le siège d'Elijah en face de la table est vide et le restera sans doute à jamais. Il s'assoit et allume l'ordinateur. Des emails en attente, des contrats non finalisés, des tableaux financiers à éplucher. Le travail reste le travail, et il doit comprendre l'état actuel de l'entreprise. Toute la matinée, Marcos vient lui faire un compte rendu des chantiers en cours. Patron, on n'a gardé que 3 projets. La résidence du 8e arrondissement, la rénovation de l'hôpital municipal et un petit immeuble de bureaux. Et le complexe Horizon, à l'arrêt complet. La mairie a rompu le contrat après le scandale. Ils cherchent une autre société. Asher inspire longuement, inévitable mais douloureux. Ce projet représentait beaucoup pour lui. Très bien, Marcos, on va faire avec ce qu'on a. Vous relancez la boîte? Oui, petit à petit. On a une réputation à reconstruire. Vous pouvez compter sur moi, patron. J'ai toujours su que vous étiez innocent. Après le départ de Marcos, Asher reste seul à étudier les contrats. Il tente de comprendre comment Elijah a pu détourner autant d'argent sans qu'il ne voie rien. Il se sent humilié d'avoir été si naïf. Vers midi, on frappe à la porte. Entrez. C'est Roberto, l'ingénieur électricien qui travaille pour l'entreprise depuis 5 ans. Il a l'air hésitant, nerveux. Il tripote ses mains comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Monsieur Asher, je peux vous parler ?»« Bien sûr, Roberto. Assieds-toi. » Roberto s'assoit sur le bord de la chaise, clairement mal à l'aise. C'est à propos de ce qui s'est passé, avec Monsieur Elijah et Madame Claire. Asher fronce les sourcils. Quoi à leur sujet? J'ai vu des choses, mais j'avais peur d'en parler à l'époque. Quelles choses? Roberto déglutit. Vous savez que je reste souvent travailler tard, jusqu'à 21 ou 22 heures pour finir des plans. Oui, tu es très dévoué. Une nuit, il y a 6 mois, j'avais oublié mon portefeuille au bureau. Je suis revenu vers 11 heures. Je pensais qu'il n'y avait plus personne, mais j'ai vu de la lumière dans l'entrepôt derrière. Asher se penche. Cet entrepôt sert de stockage pour de petits matériels. Et alors? Je suis allé voir si tout allait bien. J'avais peur que ce soit un voleur ou autre. Roberto s'arrête, visiblement gêné, et continue, l'encourage Asher. Ça, monsieur Asher. J'ai vu Claire et Elijah ensemble, dans l'entrepôt. Ils s'embrassaient. Ces mots tombent comme la foudre. L'estomac d'Asher se contracte, même s'il sait déjà la vérité via l'enregistrement. Tu en es sûr? Absolument. Ils étaient très proches. Ils parlaient bas, riaient, se touchaient. Ça se voyait que ce n'était pas la première fois. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Roberto baisse la tête. J'avais peur, monsieur. Elijah était aussi mon patron. J'avais besoin de mon poste. Et qui m'aurait cru face à eux? Asher comprend. Qui aurait soupçonné la femme parfaite et le meilleur ami? Il y a autre chose. Je les ai vus d'autres fois, toujours tard, toujours cachés. Une fois, elle a même garé sa voiture dans une autre rue et est venue à pied. Ils pensaient que personne ne les voyait. Ça durait depuis combien de temps? Au moins 1 an, à ce que j'ai pu observer. Peut-être plus, 1 an. Alors qu'Asher travaillait dur, faisait confiance les yeux fermés, planifiait l'avenir, son épouse et son meilleur ami avaient une liaison dans son dos. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que je me sens coupable. Si je l'avais dit plus tôt, vous n'auriez peut-être pas subi tout ça. Vous auriez découvert leur magouille à temps. Asher reste silencieux un instant. Il ne ressent pas de colère, ni même de surprise, juste un curieux sentiment de soulagement, comme si cette révélation était la dernière pièce du puzzle. Monsieur Asher,
s'inquiète Roberto de son mutisme. Merci de me l'avoir dit, Roberto. Je sais que ce n'était pas facile. Vous n'êtes pas en colère contre moi? Non, je comprends que tu aies eu peur. Ça est difficile de dénoncer ses supérieurs. Roberto semble soulagé. Je peux faire quelque chose pour aider maintenant? Oui. Continue d'être le professionnel compétent que tu as toujours été. On va reconstruire la boîte ensemble. D'accord, monsieur. Quand Roberto part, Asher reste seul regardant par la fenêtre. À présent, il sait tout. La trahison n'était pas qu'une affaire d'argent, elle était totale. Claire et Elijah ne l'ont pas seulement volé, ils ont piétiné son amour et sa confiance. Il prend son téléphone et appelle Klein, l'avocat. Klein, c'est Asher. Je veux accélérer la procédure de divorce. Quelque chose s'est passé? Je viens d'apprendre que la trahison est encore pire que ce qu'on croyait. Claire et Elijah avaient une liaison depuis au moins 1 an. Ça aggrave leur cas et ça facilite le nôtre. Je vais inclure l'adultère dans le dossier. Fais ce qu'il faut. Je veux juste en finir. Après avoir raccroché, Asher se renfonce dans sa chaise et soupire. Il est étrangement calme. Il y a quelques mois, apprendre cette liaison aurait été un choc terrible. Maintenant, ce n'est qu'un détail supplémentaire dans une histoire déjà horrible. La vérité libère, même si elle fait mal. Il jette un œil à la photo de Maya et Mel qu'il a posée sur son bureau ce matin. Elles sont au parc, souriantes, tenant chacune un cornet de glace. Ses filles, sa famille, la vraie. Claire a pu feindre l'amour pendant 5 ans. Elijah a pu feindre l'amitié pendant 15 ans. Mais l'amour qu'il partage avec les petites est réel, pur, sans calcul. Il se remet à ses contrats et tableurs. Il a une entreprise à rebâtir, une réputation à restaurer, un avenir à construire. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Et surtout, il connaît désormais toute la vérité. Plus de surprises à craindre, plus de proches cachant un secret. Il saisit un stylo et commence à noter des idées. Nouveaux projets, stratégie pour regagner la confiance des clients, plan pour montrer que Donovan & Associés est de retour. Il est seul cette fois, mais il est libre. Libre des mensonges, des trahisons, des gens toxiques. Libre d'être le père que Maya et Mel méritent. Libre de bâtir quelque chose d'authentique. Maintenant je sais tout, murmure-t-il en dressant sa liste de priorités. Et maintenant je peux aller de l'avant. Pour la première fois depuis des mois, avancer lui paraît non seulement faisable, mais enthousiasmant. L'avenir est entre ses mains, et cette fois, il sait parfaitement qui se tient à ses côtés. 2 fillettes courageuses qui l'ont sauvé et qu'il sauvera à son tour, chaque jour, pour le reste de sa vie. La vérité fait mal, mais elle libère aussi, et Asher Donovan est enfin libre. Le dimanche se lève avec un soleil radieux qui pénètre dans la chambre d'Asher, traçant des rayons lumineux sur le plancher. C'est un de ces jours parfaits du printemps, où l'air est encore frais, mais la chaleur du soleil vient doucement envelopper le monde. Le genre de jour idéal pour un pique-nique au parc. Il descend à la cuisine en pyjama et trouve Maya et Mel déjà attablées, en train de manger des céréales. Elles ont les cheveux ébouriffés du réveil et portent encore leur chemise de nuit, mais leurs sourires matinaux illuminent la pièce. Elles brandissent à leurs cuillères en s'écriant « Bonjour, papa ». Et Asher sait déjà que cette journée sera merveilleuse parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont une famille et parce qu'il a enfin trouvé la vérité et la paix. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. No. Again. But yeah. Oh yeah, let me do alpha check. You can cue it. Yeah, no, no, that dog, I have beef with that dog. He said that my team was gonna lose, and he did, so. Sounds good. Match found. W fit. W. Oh my god, my hands are so dry. Don't look at them because of the cold. I'm looking. Don't. No, it was, Enough training. I'm good. How's your Wait, day? what Pretty kinda good. lotion? What? What kind of lotion do you use? Oh, I got a new one. I got a collagen one. Collagen? Yeah. Is that for like firming up?
Yeah. Nice and plump. Nice and plump. Literally is what it says. That's crazy. But I do use moisturizer. I have like a bunch. My day's been pretty good. I woke up early because my cat over here woke me up, and now she's sleeping on my bed. Yeah. I'm glad you're doing good, Sammy. Why this high def? Or am I tripping? Wait, what is my game? Or something else? Where do you see that? I don't even see Oh, that. wait, see what? Wait, where you read that? Oh, it's more up. Oh. The crispy. Ooh, I'm glad. Oh, poo. La Roche Poussey. B5. Hello, Roach. Ah, Pussy. 96 on ISO. Wait, don't. Oh. Girl, you can't say don't. No. And then I do. 34 on Oh, nice. I iced a rooftop. Hey, who's our sage? Yeah. What are you gonna say? Huh? What the fuck is your problem, Viper? Oh, Oh, you can't. They're gonna kiss over there. who's a viper? Viper's viper. Oh, there's one on our right or left. Not anymore. What's your rank? Gold 3. Gold 3. No, that's my kill. You have shields. Oh, hold on. Oh, there you are. Thank you. Yeah. No. Girl. Oh yeah, I have one kill and it's like I did 20 damage. Ah! Never mind. Yeah. Oh my god. I got domed. Oh, I can't hit anything now. 100 on Jet. Stand aside. Got him. Oh my. Oh my. No, one in Jet. Blah. Yeah, but you could aim for a goal 3. Like- I don't think so. It's inconsistent. That's my thing. Wait. Uh-huh. Apparently I'm bad. Cause goddamn. It's way late. No, I can't hit nothing now. What the fuck? Oh my god. Oh my god. There's one in that corner. Oh. Never mind, there's not. I can't get this ISO. Bro, what? I'm taking these cups off. See, already. No, it's not going. Oh the my way I god, want it didn't to go. pull out faster. Dude, this ISO just one-shots me every time. Oh, marmalade. Kawan a lot in this rank doesn't know how to shoot at the head. Me being me being them. I'm trying to like not panic as much. But I panic. Oh. Like that. It's you and I'm trying to be me. like Alexander. Man, shit. Destabilizing. Making cover. Ooh, above I'm you. just on Respawn Simulator. Ah!
I don't know if I'm like. This Reina is pissing me off. Seems like you're doing well and all. No, just wait to comp. Wait for my glow down. Thanks for the follow, Lippy Rose. I like that name. You guys think I can kill this right now? Hold on. You can. He's shooting. Breaking them. I think I actually hit that with the finger. And then I. No. Dude, they have not hit a body shot on me yet. Yeah, no, they have not hit a body boy. shot yet. There we go. There's 2 body shots and an instant headshot. Oh my god, so many people. Oh, ISO. Oh no. Get up, Viper. It's not your time. Yeah, no, they always hit headshots on me. Just one shot. I'm like, oh, okay, no, it's fine, whatever. I might need another one. Okay, one more. We're gonna do one more. Okay. Big boy. I was gonna put on these contacts. I don't even know where they are actually. I would say don't No. play with contacts in, because I'm not. I always end up taking them out. I think they're Exactly. like too big for my eye shape. I don't know where they are. Cause they're like wrinkled. They're the Sego contacts. Oops, sorry. Like the circle lenses that make your eyes a bit bigger. I was gonna say, do they have different contact sizes, or Yes. you might be getting ones that are too big? I don't know So my you do. size. I used to have like before I got LASIK, I would have like the contacts, right? But I don't remember my diameter eye shape, basically. Oh, Enough training. I wonder. You could probably get tested. I could. I just need to go to the eye doctor every 2 years now. That's it, instead of every year. Mm. I want them Actually, to it's scrape my due eye. time. I think I haven't gone in like 4 years. So Bro, crazy. but need to I'm go. going to the doctor this month, like regular doctor. Finally. I would go to a doctor, but the doctor I went to is the same one that my mom has, and Oh yeah, you told me about the doctor. and she's like, oh, you don't need this or that, just eat plants. And Yeah. like trying to get me to go on a vegan diet or like vegetarian diet. I'm like, what are you Wait, which talking one? about?